Amis de la Résistance, bonsoir. Alors, il faut parler fort parce que maintenant la voix monte dans la stratosphère et elle redescend dans l'atmosphère. C'est incroyable. On va même être entendu en Afrique du Nord. Il va falloir faire très attention à ce qu'on dit. Non mais blague à part, ça devient sérieux maintenant. Je ne sais pas si on est entendu sur le satellite, mais moi je ne m'entends pas dans le retour micro. Alors ça m'inquiète un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Parce que je suis à peu près à 1m50 de la console technique. Si moi on m'entend pas, si moi je ne m'entends pas, je me demande comment l'auditeur peut m'entendre. L'auditeur étant une formule, comment on dit, monsieur l'abbé ? Une formule anonyme. Anonyme et vagabonde peut-être. J'espère pas trop vagabonde. Bon. On a remarqué maintenant qu'ils sont en Afrique du Nord. Oui. Hein, ça commence bien. Voilà. Boum, ça y est, on a perdu le satellite. Et je reçois ce soir, comme vous avez entendu, monsieur l'abbé Laguérie, de passage à Paris, monté de sa lointaine province bordelaise où il s'est retiré. La Gironde. L'Aquitaine. L'est-elle, au moins? La Gironde, oui. Oui, elle l'est, je crois. Bon, c'est bien. Je crois qu'elle l'est. Et le vin est meilleur là-bas que par chez nous? Ah, bah oui, à Paris, on n'a pas tellement ce qu'il faut. Là, on fait venir. Hein, Ah oui, non, ça, par Montmartre. Voilà, bon. Non, là-bas, il y a vraiment un panel, alors tout à fait remarquable. Hein. Un panel? Ah oui, un panel de vin, pour tous les goûts et toutes les couleurs aussi. Bien. On parlera pas du tout de ça d'ailleurs, mais on parlera quand même de votre belle province. Je reçois également Philippe Plancard-Dassac. Ça doit être énervant à force, non? Non, vous savez, il est toujours dangereux et difficile d'être le fils de son père, mais oui. Comme j'ai eu une carrière tout à fait différente étant neurochirurgien, oui, que je ne suis pas particulièrement susceptible, ça ne me dérange pas. C'est bien. Alors, Philippe Plancard-Dassac vient d'écrire un livre qui est intitulé « Le nationalisme français » et dont on va parler tout à l'heure. Je recevrai également Maître Maviel qui parlera de la prochaine manifestation anti-avortement qui se passera samedi à venir. Je recevrai mon excellent camarade le I2 qui parlera de bande dessinée et du stalinisme dans la bande dessinée. J'aurai sans doute au téléphone M. Clément, j'aurai également le docteur Doublier-Villette qui nous parlera d'un rosaire pour la vie. Et comme toutes les semaines depuis quelque temps, j'ai au téléphone Alexandre Chabanise qui va, pour nous, faire le point sur le projet qu'il est en train de mettre sur pied. Alexandre Chabanise, vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs. Alors, Alexandre, est-ce que, comme nous avons maintenant quelques dizaines de millions d'auditeurs supplémentaires grâce au satellite, je pense qu'il faudrait que vous nous fassiez un point rapide toujours de l'origine de votre initiative et de la nature de cette initiative, et sur la nature de cette initiative. Oui, donc je vais faire un petit appel aux gens qui n'étaient pas là pendant les différentes émissions et qui sont maintenant beaucoup plus nombreux. Je précise que nous avons créé un fonds de libération nationale pour en effet emmener une action unitaire de tous les Français sur un thème commun pendant 6 mois et pour aboutir aux états généraux sur l'immigration et l'intégration, parce que c'est au peuple français de définir l'immigration et l'intégration. Donc partant de ceci, je voudrais faire une petite déclaration pour les éditeurs qui sont énormément nombreux en ce moment et qui nous écoutent. Et je voudrais poser une question. Où nous sommes le pays réel, où ce sont les bandes ethniques des banlieues et leurs affidés sociaux qu'ils sont. Où nous sommes vraiment le pays réel, et nous allons le démontrer pendant 6 mois, où ce sont les bandes ethniques des banlieues et leurs affidés sociaux qui le sont. Pouvons-nous nous unir, non pas sur le vent des mots et des idées, mais sur une action commune, sur un thème commun, action menée ensemble pendant 6 mois dans toute la France, sans vouloir nous convertir les uns les autres, parce que nous sommes déjà convertis. Nous formons une multitude de chapelles qui ne se rencontreront jamais, qui ne se rencontrent plus dans une action commune. Il faut nous rencontrer dans une action commune. Unis, nous sommes encore majoritaires en France, nous sommes encore pour quelque temps majoritaires en France. Français, est-ce que nous voulons enfin nous rencontrer et faire vivre et aboutir une grande idée? Pouvons-nous nous unir pendant 6 mois pour établir ensemble une œuvre commune? Si nous le décidons, nous écrirons notre histoire. Si le désespoir ou la haine venait à nous dominer, alors nous subirons l'histoire. Écrivons ensemble pendant 6 mois une page d'histoire et après nous verrons. Est-ce trop demandé? Je pense que les états généraux sur l'immigration et l'intégration de l'an 2000
par la qualité des participants et le nombre des participants, par la qualité des documents qui seront produits, feront date. Et j'ai pensé, et à l'heure actuelle, je pense à nos amis Harkis, qui pourront parler de ce qu'a été pour eux l'intégration, et qui pourront écrire avec nous ce qu'est le droit français à l'intégration. Nous allons dire aux politiciens que le peuple français reprend le pouvoir en septembre 2000 par la tenue des États généraux sur l'immigration et l'intégration. Pendant 6 mois, mettons en place les États généraux sur l'immigration et l'intégration. Unis en 6 mois, nous ferons basculer notre destin. Et je voudrais, je crois que c'était un petit message de départ, et puis arriver au concret, et te poser une question, Serge. Dans les émissions prochaines, pouvez-vous nous préparer une émission où sur ce thème, vous inviteriez des militants des différents partis de droite, sur ce thème unique, inviter l'ensemble un parterre de militants de droite qui pourraient débattre de ce sujet. Alors, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Simplement, pourquoi limiter ça à des militants de droite? Je crois qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas des militants de droite et qui sont des nationalistes et qui pensent qu'il faut défendre la souveraineté et l'identité française. J'en connais plusieurs, je crois qu'ils sont déjà manifestés, j'en ai déjà reçu à mon émission, qui sans adhérer à aucun parti et même parfois en étant des gens de gauche, n'hésitons pas à employer ce très vilain mot, sont des patriotes. Voilà. Alors si on peut faire ça, je suis tout à fait disposé à ouvrir le micro de cette émission à un débat de cette nature. Alors, sur le mode d'emploi des États généraux de l'immigration, je vais lire la fiche que j'envoie à tous les participants. Nous leur envoyons un document avec un mode d'emploi du Front de Libération Nationale. Une seule action est menée par le Front de Libération Nationale, un seul document est distribué. Un seul objectif est défini, c'est la réunion des États généraux de l'intégration et de l'immigration. Oui, je crois que ça c'est très important à dire, Alexandre Chabanis, parce que il y a toujours le risque de récupération, de manipulation, de déformation, d'infiltration d'une idée. Alors, il faut, je crois, bien insister, il faut que vous insistiez avec une particulière détermination sur le fait que strictement aucune action n'est entreprise en dehors de celle-ci, de celle que vous avez définie, conduire à la réunion des États généraux sur l'immigration et l'intégration à la rentrée. Voilà. Toute personne qui mènerait une autre action au nom de celle-ci ne pourrait être qu'un imposteur ou un provocateur. Voilà, il faut que ça soit parfaitement clair. Tout à fait compris, parce que je pense que, vu l'ampleur, ça va se démultiplier, ça va faire comme le CID, on partira seul et on arrivera à beaucoup. Et je pense que nous serons bientôt des milliers. Et au cours de cette réunion, que nous avons déjà en tête et dont la programmation est précise, au cours de cette réunion sera établi le document définitif des questions référendaires sur lequel le peuple français demande à se prononcer. Parce qu'on ne demande pas au peuple français, alors que tous les hommes politiques ont eu dans leur programme le référendum d'initiative populaire. On veut donner le référendum aux Corses, donner le référendum aux Nouvelles-Calédoniens, et on ne le donnera pas au peuple français avant qu'il soit mort. Donc nous allons le demander, parce que nous ne voulons pas mourir. Alors, cette action, elle a pour but d'imposer aux politiques les promesses qu'ils ont faites sur le référendum et qu'ils n'ont pas tenues. Alors, les États généraux, comment les faire fonctionner? Vous recevrez ça, les gens qui s'adresseront à moi le recevront dans les documents que nous envoyons. Il faut dans toute la France et pendant 6 mois, afin de préparer les États généraux de l'intégration et de l'immigration, soit ouvrir une boîte postale, ou une adresse personnelle. Alors la boîte postale, il y a une petite difficulté, c'est qu'on les donne en général aux entreprises, mais on peut aussi les donner à des personnes, mais faut-il faire une démarche particulière. Deuxièmement, il faudra adresser les documents qui vous sont envoyés à vos proches, le document référendaire de base, leur demander d'avoir la même démarche avec leur famille, leurs amis, leur milieu professionnel, leur milieu d'habitation. Et tout ça selon vos moyens, et non pas... et ceux qui peuvent tirer 10 000 exemplaires tireront 10 000 exemplaires, ceux qui peuvent en tirer 4 en tireront 4, ceux qui ne peuvent pas en tirer, nous leur en enverrons et nous le demanderons, on le fera. Voilà, ça c'est la démarche personnelle. Troisièmement, envoyez le document aux hommes politiques, en leur posant une seule question, mais vous pouvez la démultiplier. Est-ce que le peuple français peut choisir son destin librement sur l'immigration et l'intégration? Ça, c'est le document, ce document initial, vous l'enverrez avec une petite lettre personnalisée, et même si vous ne l'envoyez pas avec une... Mettons que vous ayez peur, mais je ne pense pas que les auditeurs de Radio Courtoisie aient peur, si vous n'avez pas peur, vous l'enverrez signé. Si vous aviez, mettons, un petit doute, vous l'enverrez, dans tous les cas, vous l'envoyez. Si M. Chirac, M. Jospin reçoivent des milliers de questionnaires, ce que veut le peuple français sur les questions référendaires,
je crois que nous ferons bouger l'opinion. Il faut donc envoyer aux élus locaux ce document, au président Chirac et au Premier ministre Jospin. Ensuite, il faut envoyer ce document, 4e point, à plusieurs, si vous êtes plusieurs dans une commune ou plusieurs dans un arrondissement, à la presse locale et régionale. De la même manière, nous ferons bouger les Français unis, feront bouger, on n'aura pas besoin de demander l'aumône aux médias. Nous les ferons bouger si nous sommes des milliers, si nous sommes des centaines de milliers avec la même question. Eh bien, nous ferons bouger la presse locale et régionale. Voilà, voilà les 4 mouvements que nous dessinons par rapport aux gens qui nous demanderont ce document. À l'intérieur des envois que nous ferons, et mis en place et donné à l'intérieur de la pochette que nous faisons, et donner le référendum à plusieurs questions. Ok. Voilà. Alors Alexandre, est-ce que vous voulez donner l'adresse, rappeler l'adresse et le numéro de téléphone et de fax où on peut vous joindre? Alors nous sommes au 34 Grande Rue, 95 550 Bessancourt, 34 Grande Rue, 95 550 Bessancourt, et nous sommes au téléphone fax 01 30 40 03 71. Ok, je répète ça. Donc Alexandre Chabanis, Chabanis ça s'écrit C-H-A-B-A-N-I-S, 34 Grande Rue, 95 550 à Bessancourt, B-E-2-S-A-N-C-O-U-R-T, et le numéro de téléphone fax 01 30 40 03 71. Merci Alexandre, à la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée aux invités. Merci. Alors, il y a déjà des messages qui arrivent, il y a 4 messages qui arrivent, et sur 4 messages, il y en a 3. Et alors là, vraiment, on est en Gaule, quoi. C'est typique, absolument typique de ce qu'on va en parler, je pense, tout à l'heure avec Philippe Lancardassac. C'est typique de la façon française de réagir. Voilà, un homme qui, tout seul, essaye de mettre sur pied un projet qui est un projet énorme, qui est un projet qui consiste à redonner la parole au peuple français sur ce que le peuple français veut en matière d'immigration. Quelle immigration il veut? Est-ce qu'il en veut? Combien? De quelle nature? Et pourquoi faire? Et sous quel statut? Et en fonction de quelle loi? Et il décide d'appeler ça les États généraux sur l'immigration et l'intégration. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur l'immigration et sur l'intégration. Alors, je vais vous lire les 3 messages parce que ça vaut 1000. Le premier, je crois qu'il ne faut pas confondre intégration et assimilation. Ce qui est souhaitable, c'est l'assimilation. Deuxième message, pourquoi utiliser le terme d'intégration au lieu de celui d'assimilation? Troisième message, l'intégration est une idéologie obligatoire pour laquelle on ne demande pas l'avis des Français qui veulent la désintégration, tout haut ou tout bas. C'est donc de la collaboration, alors que partout, les non-européens, etc., etc. Écoutez, je dois dire que moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui, en France, essaient de faire quelque chose. Parce que c'est systématique. Hein. Voilà un homme qui, tout seul, sans aucun moyen, avec sa viande, sa sueur, son intelligence, son courage, son temps, son argent, lance une initiative, et les premiers mots qu'on lui dit, il ne faut pas appeler ça comme ça, c'est pas bien, c'est pas ça et tout. C'est complètement consternant. C'est vraiment désolant. Alors, le problème, c'est pas de savoir si on va parler de l'immigration, de l'intégration. Enfin, le problème, c'est de savoir si oui ou non, à la rentrée, on a quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers ou quelques millions de signatures de Français qui disent « nous demandons la parole ». Et je vous avoue que pour que moi, je m'associe à ce genre d'initiative, alors que je suis tout sauf un démocrate, il faut vraiment que je considère que c'est foutu si on le fait pas. C'est-à-dire que si on en est à en appeler au peuple pour résoudre une question, c'est qu'on est au bout du bas du banc. Si on n'arrive pas à résoudre cette question par la force de la volonté populaire, on est foutu. Parce que le pouvoir est confisqué à l'heure actuelle par des lobbies, par des coteries, par des groupes d'intérêt, par des mafias. Et il faut se défendre. On est plus nombreux qu'eux quand même. Donc il faut, on est plus nombreux que ces mafias, ces lobbies, ces coteries, ces groupes d'intérêt. Donc il faut qu'on prenne la parole, qu'on reprenne le pouvoir au nom de notre avenir. Et on se fout de savoir si c'est au nom de l'immigration, de l'assimilation, de l'intégration. On n'est pas dans une querelle de vocabulaire, on est dans un débat sur l'avenir de notre peuple. Voilà, j'ai dit, vénérable maître. Bon, après, c'est des injures, je suis scandalisé. Oui, c'est ça, d'accord. Très bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que
On est obligé d'être... oui, c'est ça continue, bien sûr, c'est très important. Merci de laisser l'intégration à Raoult et ses amis et tout. Mais vous ne comprenez rien, mes enfants. Vous ne comprenez rien. Enfin, je dis vous. Ceux qui ont envoyé ces messages ne comprennent rien. C'est exactement comme si on était attaqué, hein, par un groupe de je sais pas, on serait dans une tranchée, on est attaqué par l'ennemi, et il y a un gars à côté qui dit, écoute, je vois que tu utilises un fusil Schmeisser, c'est pas le meilleur, tu sais, tu devrais plutôt essayer d'utiliser le Mauser. Et pendant ce temps-là, les gars arrivent dans la tranchée, ils vous coupent la gorge. Donc effectivement, on a débattu longuement de l'arme nécessaire, mais le résultat, c'est qu'après, on continue la discussion au banquet d'Allah. Ou au Valhalla. Ces gens d'ailleurs qui trouvent toutes sortes d'objections n'auront peut-être pas dans 10 ans la possibilité de les formuler. Dans 10 ans il faudrait qu'ils réfléchissent à tout ça. Dans 10 ans, je crois qu'ils n'auront plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Ouais. Et je disais qu'il faut être très, très politiquement correct, parce que je lisais en venant Le Monde. Il n'y a rien dans Le Monde, donc je vous le dis tout de suite, pas la peine de dépenser d'argent pour l'acheter. Il y a un truc marrant quand même. C'est qu'ils ont découvert le scandale raciste de la journée. Parce que maintenant, c'est systématique, tous les jours, il y a le scandale raciste. Hein, c'est obligé. C'est pour bien faire rentrer dans la tronche des Français que, attention, il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Hein, c'est strict verboten. Alors là, voilà. Scandale énorme. Le dictionnaire de Microsoft, Word 2000, enfin le dictionnaire du logiciel Word 2000. Vous savez, si vous avez un ordinateur, vous utilisez, Monsieur Labbé, vous avez un ordinateur, Philippe Loncard-Desagnes ? Oui, il faut bien. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon livre, d'ailleurs. On ne peut plus rien faire sans ça. Eh bien, si vous utilisez le logiciel Word 2000 et que vous utilisez le dictionnaire de ce logiciel, si vous tapez sur votre logiciel... Enfin, si vous tapez donc dans le document que vous êtes en train d'écrire le mot anti-stress et que vous passez ça au dictionnaire, hein, vous faites outils, vérifiez l'orthographe, et là, le dictionnaire se met en route et il vous dit anti-stress, ça pas existe, messieurs, mais je vous propose solution suivante. Et alors, les solutions qu'il vous propose, écoutez bien, c'est... Non, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire. Anti-arabe. C'est fabuleux, non? Alors Le Monde dit un bug, on en doute, c'est probablement quelques vermines racistes qui s'est introduite dans un bug, enfin une puce, un virus raciste. Un viraciste, on va appeler ça. C'est introduit dans le logiciel. Alors, il traite le mot anti-stress comme une faute d'orthographe et son système, on sent que Michel Albert Ganti du Monde n'est pas content du tout, il est indigné. Hein. Et son système de correction propose de le remplacer par, point de suspension, anti-arabe. Ouvrez les guillemets. Les mots arabes au pluriel et stress ont tous deux 6 lettres avec 3 lettres en commun, SER. Si on ajoute les 5 lettres de anti, les deux mots ont alors 8 lettres sur 11 en commun, fermez les guillemets, explique la filiale française de la firme de Bill Gates. Parce que la filiale française, quand le gars téléphone, au lieu de lui dire écoutez, allez vous faire foutre, on n'a pas de temps à perdre avec vos conneries, ben, ça s'arrête là. Non, alors on dit attendez, c'est parce qu'il y a 11 mots, dont 8, etc. Voilà. Et alors, c'est la filiale française de la firme Bill Gates. C'est pas la peine d'être le plus gros milliardaire du monde pour se laisser tanner le cuir par des casse-pieds pareils. Alors, je continue. Le sens des termes n'intervient donc pas, parce qu'il croit encore que le sens des termes intervient dans un dictionnaire d'orthographe informatique. N'intervient donc pas, ce qui peut entraîner des situations frôlant le surréalisme. Hein ? Si on tape anti-arbre, le correcteur orthographique propose de nouveau anti-arabe. Quel salopard, ce correcteur orthographique. Mais monsieur, si on tape je sais pas, arménien, il va encore proposer anti-arabe. Si on tape anti-artiste, il va tout le temps proposer anti-arabe. C'est un dictionnaire raciste. Hein ? Si vous tapez je sais pas quoi, il va vous proposer anti-arabe tout le temps. Ou alors tant qu'il propose pas anti-juif, tout va bien. Hein. Oui. Non, parce que alors là, il faut carrément brûler Bill Gates. Mais anti-arabe, c'est grave, mais... Alors donc, il propose anti-arabe, mais aussi anti-tabac, ce qui est beaucoup mieux. Hein. Donc si vous voulez écrire anti-arbre, d'ailleurs, je suppose que anti-arbre peut signifier, anti-arbre, peut-être c'est un synonyme pour tempête. Je sais pas. Hein, ou ouragan, enfin. Donc voilà, on vous propose anti-tabac, toujours en vertu du seul critère du nombre des lettres communes. On sent que vraiment, ils sont choqués. Hein. Pourtant, les mots anti-arabe et anti-arbre n'existent pas.
et anti-tabac s'écrit sans trait d'union dans les dictionnaires. Moins improbable, anti-stress, il y en a 3 colonnes comme ça, je vous dis. Hein. Moins improbable, anti-stress n'est cependant pas présent dans l'édition du Petit Robert. Bon, allez, on arrête parce que... Et dire qu'on coupe des arbres pour imprimer des trucs pareils. Ça, oui, c'est fabuleux. Et puis le deuxième article. Oui, nous sommes écologiques, nous aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est très... Moi j'aime bien les arbres. Je suis comme le petit chien d'Obélix. Idée fixe. En plus gros quand même. Il y a un deuxième article rigolo. C'est... Alors là, une page entière. C'est dommage qu'on on peut pas avoir un peu de musique. Non, on n'a pas préparé ça, Franck. C'est dommage, j'aurais aimé avoir une musique genre Crépuscule des dieux, un truc un peu lourd comme ça. Là. Vous imaginez, quoi, vous mettez un truc bien. Des écrivains dénoncent le silence sur les pages noires du nationalisme breton. Les pages noires, pas les plages noires, hein, rien à voir avec la marée. Ils appellent à un travail de mémoire sur les accointances des grandes figures du mouvement breton avec le régime de Vichy et les nazis. Braille Info, hebdomadaire proche des autonomistes, voit dans cette initiative une offensive des, ouvrez les guillemets, partisans fanatiques du statu quo jacobin. Alors, fermez les guillemets. Là, quand les 2 bandes de crétins se crêpent le chignon sur des trucs comme ça, je trouve ça merveilleux. Moi, ça. Alors, en fait, ce qu'ils reprochent, c'est que tout ça vient du fait que l'auteur d'une bande dessinée qui s'appelle Reynald Secher, qu'on connaît, et le dessinateur René Lehonzec ont publié l'histoire de la Bretagne, Histoire de Bretagne, qui est une bande dessinée en 8 volumes quand même, hein, qui raconte, comme son nom l'indique, l'histoire de la Bretagne. Or, figurez-vous que sur ces 350 pages d'histoire de la Bretagne, 1000 ans d'histoire de la Bretagne, ils n'ont pas consacré plus de 3 pages aux heures les plus sombres de notre histoire, enfin de leur histoire, enfin de l'histoire, disons, en Bretagne. Les persécutions antisémitiques en Bretagne ont pratiquement été passées sous silence, puisqu'il n'y a pas plus d'1% du livre qui en parle. Donc ça, c'est un scandale. C'est un scandale révisionniste, négationniste, etc. Alors ça fait des mois que la campagne anti-Ouest France, anti-Séché, anti-Lehonzec se poursuit de façon souterraine dans des journaux aussi impeccables moralement que Libération ou Télérama, qui sont vraiment des modèles d'objectivité. Et Reynald Secher nous dit Le Monde, par ailleurs connu pour sa thèse de doctorat controversée sur le génocide franco-français en Vendée. Alors c'est controversé parce que figurez-vous qu'il a fait un bouquin sur le génocide franco-français en Vendée et il n'y a pratiquement pas un mot sur le génocide des Juifs. Ce qui est quand même incroyable parce que c'est vrai que c'est honteux de ne pas en parler, quoi. Bon, c'est vrai que c'était difficile d'imaginer en 1792 ce qui allait se passer en 1942, mais il aurait pu quand même y penser. Hein. Et bien, il ne l'a pas fait. Donc, il a escamoté la Shoah, nous dit Le Monde. Hein. Il lui est ainsi reproché d'avoir escamoté la Shoah. Et c'est vrai quand même, ça. Alors, c'était tellement vrai, d'ailleurs, que Reynald Secher, il s'est dit, oh là là, mauvaise limonade. Donc, il a fait un bouquin qui s'appelle Juifs et Vendéens. Il s'est dit, là, je suis tranquille, là. Eh bien, pas du tout, ça suffit pas, mon vieux. Voilà, donc maintenant, ça continue. En fait, tout ça, c'est uniquement une histoire de fric. Parce que, comme l'album se vend d'une façon extraordinaire et que la bande dessinée est diffusée par Ouest France à 750 000 exemplaires tous les jours. Et les albums, c'est 250 000 exemplaires. Et 250 000 vendus. Hein. 250 000 exemplaires vendus pour cet album, nous dit le hideux qui connaît très très bien cette question, Guy Le Hideux, qui est spécialiste de la bande dessinée. Vous vous rendez compte d'une affaire dans tous les sens du terme. Donc il doit y avoir du gras quelque part. Là, il va falloir trouver le moyen maintenant de racler le gras. Comme disait l'excellent monsieur, comment il s'appelait le gars qui disait « Où donc est le gras ?» Le direct Floira, directeur d'Europe 1, quand on lui proposait une affaire, il écoutait le gars qui lui proposait, puis à la fin, il lui disait, bon, où quel gras? Voilà, où quel gras. Bien, ces choses étant dites, monsieur l'abbé, dans le grand choix de vin que l'abbé Laguérie a eu en Gironde, j'espère qu'il a du bon vin de Metz. Mais le vin de Metz utilisé à... Non, on ne va pas le prendre de barrière judaïque quand même, mais on le fait venir d'Espagne, ce vin. Et ils ont des bons vins de Metz, là, de côté de Barcelone, et il nous en arrive ce qu'il faut pour dire la messe. Mais non, c'est pas une plaisanterie, car le vin de Metz, c'est pas n'importe quel vin, c'est un vin qui est traité d'une façon tout à fait particulière. Quand on a un bon vin,
on peut dire la messe avec. Voilà, évidemment, un vieux vitriol qui a traîné et qui ressemble plus à des vinaigres, on évite. On croit cela généralement, il suffit que le vin soit correct. Or, comme dans cette région, il est très souvent très correct, je vois pourquoi on ne dirait pas la messe avec un Sainte-Croix-du-Mont, un Sauterne, même un Champagne. On prend habituellement du blanc pour éviter de salir les nappes, les linges. Notre Seigneur, mais vous voyez, il n'y a pas d'a priori, là, vous savez, on est très ouvert. Il nous a donné l'exemple avec les noces de Cana. Mais on ne sait pas très bien ce que c'était aussi comme vin. Non, mais ce qu'on sait, c'est que c'était le meilleur, puisque l'intendant dit, mais qui est cet homme qui fait boire le meilleur vin à la fin du repas, alors que d'habitude... C'est vrai. D'autres disent que c'était un Gevrey-Chambertin, d'autres... importé. Non, il y a des choses... Un peu aventureux. D'autant que Gevrey-Chambertin, donc vous êtes en train de trahir votre Bordelais. Moi je suis éclectique, vous savez, le bon vin partout où il est, il n'y a pas de problème. Bien, alors je ne sais pas pour parler de vin que vous êtes venu ce soir, c'est pour nous parler d'un projet que vous avez engagé. C'est pas un projet, c'est à présent une réalité, c'est-à-dire que après 1 an et demi de bataille pour moi, et puis 6-7 ans pour le groupe d'amis qui nous aident, nous venons d'acquérir une église, ce qui n'est quand même pas si courant, dans la magnifique petite ville de Saintes. Vous êtes fait passer pour des musulmans ou des francs-maçons pour avoir le droit d'acheter ? On a pas mal manœuvré parce que elle était en vente, mais ça traînait. Les laïcs sont venus me voir en disant la guérie, on sait vous que les affaires ne traînent pas trop, alors on va passer à l'action. Et puis on a eu quand même un grave obstacle, c'est que la mairie de Saintes a exercé son droit de préemption. Et donc la vente était absolument bloquée. Donc nous avons fait intervenir des amis, puis surtout des juristes de très haute pointure, et qui a facilement montré à la mairie de Saintes que leur affaire était assez mal emmanchée si elle allait au tribunal administratif, par la raison que quand une mairie préempte, elle doit déjà avoir un projet ficelé, que ce projet, s'il est ficelé, il doit être... on doit pouvoir le financer. Or, il disait dans cette lettre d'exercice de droit de préemption que le crédit serait voté en l'an 2000, preuve qu'il n'avait aucun projet. Bref, une série d'arguments dans le dédale desquels je ne rentre pas, mais qui a considérablement inquiété ces gens-là, de telle manière que, alors qu'ils avaient voté à l'unanimité l'exercice du droit de préemption, ils l'ont levé 3 semaines plus tard à l'unanimité. Alors on peut dire quand même que dans cette affaire, à Saintes, on a fait l'unanimité, plus d'une fois, pour et contre. Tout est le contraire de tout. Tout est le contraire de tout. Alors finalement, on a acquis cette église qui est très charmante, puisqu'elle est du 15e et 16e siècle. Elle est située en plein cœur de Saintes, c'est-à-dire à la croisée des 2 rues piétonnières où circule toute la ville tous les jours. Elle est tout à fait charmante, avec ses 30 mètres de long, ses 6 de large. On peut y loger 300 personnes, ce qui pour une ville de 30 000 habitants est tout à fait sérieux. Et elle a un passé quand même riche, puisqu'il y avait déjà là une paroisse qui s'appelait du même nom, Sainte-Colombe, au XIe siècle. Alors évidemment, en venant proposer à Radio Courtoisie aux fidèles et à tous les Français qui veulent que nos églises ne deviennent pas des mosquées, et à tous ceux qui comprennent que c'est notre patrimoine le plus représentatif que nos églises, je les invite à payer une 3e fois cette église, parce que si on fait l'historique de cette église, elle a été construite d'abord, tout simplement, au XVIe, donc payée par les fidèles une première fois. Puis elle a été confisquée en 1792 et devenue un bien national. Par la canaille républicaine. Par la canaille. Résultat des courses, elle a été rachetée par un chanoine de La Rochelle, mais j'estime que c'est pas lui qui l'a payée, c'est encore les fidèles, par ce chanoine. Une 2e fois, donc en 1848, il l'a restaurée, il y a remis le culte, il en a fait la chapelle très grande d'ailleurs du Carmel qui était attenant, et en 1905, patatras de nouveau, les inventaires, reconfiscation de ce bien. C'est donc la 3e fois que les catholiques, que les fidèles, et même, j'allais dire maintenant les Français, parce il faut déborder, j'allais dire, le cadre des catholiques pour financer les églises. Si un jour les autorités se mettent, comme l'avait prévu par exemple le cardinal Etchegaray à Marseille, il y a eu une levée de bouclier, mais je ne sais pas si vous le savez, mais à un moment il avait pensé donner Notre-Dame de la Garde aux musulmans. Rien moins. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. Je me demande si c'est moi, j'ai un tuyau de première main qui est mon collaborateur, c'est monsieur l'abbé Herry, et c'est maître Tarasconi à Marseille qui a dû œuvrer considérablement. Il s'agit de la crypte. Enfin, c'est déjà énorme. Ouais. Et c'était rien moins que le cardinal archevêque qui voulait la donner aux musulmans.
Bon, ceci dit, je crois que conserver nos églises, les racheter, remettre le culte, les faire vivantes et les paroisses, c'est quand même une action éminemment chrétienne, le fer de lance de l'Église catholique, les paroisses, mais c'est également aussi une action nationale, une action qui maintient le patrimoine de la France, et je ne vois pas qu'à l'heure actuelle, ça puisse laisser insensible quiconque aime encore la France, et j'allais dire la fille aînée de l'Église, qu'est la France. Donc voilà pourquoi je viens vous voir, et je voudrais, parce que cette chose qui vient d'être faite est excessivement rare, puisque des églises achetées en France, je crois que c'est le deuxième cas, simplement. Il y a eu Boulogne-sur-Mer, les protestants ont vendu, il n'y a pas eu d'entourloupe et on a acheté cette église. Mais si vous regardez les églises que nous avons en France, qui sont quand même assez rares, il y a Saint-Nicolas du Chardonnay dont l'histoire est célèbre, bien sûr. Il y a celle qu'avait donnée Gaston Deffer à Marseille, rue du Tapis Vert, à la Fraternité, mais pour des raisons d'assainissement du quartier. Il était peut-être un peu raciste, celui-là, et anti-tabac. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, bon, enfin, bref, anti-tabac. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a à Tours une très belle église qui a acheté un laïc au proviseur, mais enfin, elle n'est pas... Elle est desservie, mais il n'y a pas encore... elle est très belle. Elle est très belle. Quelle merveille. Et si vous enlevez ces quelques exceptions, on arrive immédiatement, qui sont exceptionnelles, parce que c'est pas vraiment un achat au terme d'une longue négociation. Eh bien, c'est presque une première, c'est une seconde, si vous voulez, encore. Alors, je crois que c'est appelé à se renouveler, et il faut que les Français comprennent l'importance d'occuper ces églises. Que vont-elles devenir ? Il y a 38 000 églises en France. Des boîtes de nuit. Des boîtes de nuit, ou les raser. Alors, raser une petite église construite dans les années 30, si vous voulez, qui n'est pas adaptée, qui est mal placée, on peut encore discuter, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces monuments immense. Il y a combien de places là, on peut mettre 350-400 places en aménageant convenablement. Et ça, c'est un cas, j'allais dire... il y a des cas beaucoup plus graves que cela. On va devoir ces églises s'écroulent. Les mairies n'ont pas d'argent. Un des arguments qui a fait que nous avons pu l'acheter alors que la mairie avait préempté, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont plus un sou en caisse. Pourquoi ils avaient préempté ? Pour embêter le monde Parce qu'ils avaient vu se profiler à l'horizon un sinistre Abbé Laguéry qui circulait assez vite dans la même ville d'ailleurs quelques temps auparavant. Bref. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors je commence à être connu un petit peu dans le secteur, si vous voulez. Les gendarmes. Ils avaient pris peur, oui, les gendarmes. Mais enfin bref, ici, ils avaient peur de ce qu'on redise la messe et que ça attire des fidèles et tout ça. Et ça, il faut pas se cacher, quoi. Alors je crois que c'est une première, si vous voulez, c'est pas arrivé depuis des années et des années. Et il faudrait que les catholiques, les fidèles et même tous les Français comprennent qu'il faut nous aider dans ce travail. Et pour cela, un moyen très simple, vous nous envoyez un don. Nous avons quand même 1 million de francs lourds de dettes, plus le réaménagement de cette église dans laquelle on n'a pas dit la messe depuis très exactement bientôt 100 ans, un siècle. Donc vous imaginez les travaux, l'hôtel, tout ça est à refaire. J'espère pouvoir l'ouvrir au culte d'ici 1 an en mettant les bouchées doubles, mais vous comprenez qu'il nous faut un peu du nerf de la guerre. J'ai le nerf qui n'est pas de la guerre, mais il me faut du nerf de la guerre. Du nerf de la guérie. Du nerf de la guerre. Combien il vous faut ? Allez, dites-le. Il me faut 1 million de francs. 1 million de francs. Il me faut 1 million de francs dans l'année, mais les petits ruisseaux font les grands. Si 1 million d'auditeurs de Radio Courtoisie vous envoie chacun 1 franc, c'est gagné. C'est gagné. Voilà. On arrête là et on repart sur un autre front. Acheter Notre-Dame. Oui, peut-être pas si gros, mais elles sont pas en vente. Vous savez que les cathédrales en France sont à l'État. Tandis que toutes les autres églises, à part les cathédrales, sont aux municipalités. Et là, il y a toujours... Les municipalités ne sont pas si riches que ça, surtout dans des villes de petite importance, et ils n'ont pas d'argent. Donc c'est des édifices croulent. Dites-moi une chose, monsieur l'abbé Laguéry. Premièrement, qu'est-ce que vous croyez que va dire monsieur l'abbé Bouchacourt quand il va apprendre que vous venez chasser sur cette terre ? Parce qu'ici, on est quand même dans le domaine parisien. Alors Laguéry, Bouchacourt va dire... L'abbé Bouchacourt, je lui ai demandé une quête, il n'a pas voulu me la donner. Bon, mais ça, il fait ce qu'il veut, il est curé de Saint-Nicolas, je l'ai été, chacun son tour. Bon, voilà, je pense qu'il aurait pu me mettre un petit peu de... Bon, mais peu importe, on n'est pas là pour régler des... Il faut aller lui dire... Mais je lui ai dit, mais qu'il faisait une erreur, mais bref. Non, je pense que c'est une affaire qui peut mobiliser pour l'achat d'une église et qu'elle revienne au culte, et avec tout le bien qui peut s'y faire, le rayonnement, c'est une affaire qui mobilise tout un chacun en France. Ça, j'en suis persuadé, où que soit l'église. Et je serai le premier à me mobiliser si j'ai un confrère qui
qui fait la même chose à Metz, à Toulon, où on était en train d'essayer d'en acquérir une. Je pense que c'est un combat. Un combat, je cite une anecdote du passé. Souvenez-vous qu'au lendemain des 10 ans de Saint-Nicolas, avec M. l'abbé Aulagnier, nous avions écrit une lettre au maire de Paris, qui était alors Chirac, au ministre de l'Intérieur, ça n'a rien donné, ces 2 lettres, et une également au président des maires de France, qui était monsieur Michel Giraud. Et on lui disait en cette lettre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces églises croulent, on ne peut pas les restaurer, ça coûte extrêmement cher, on est prêt, nous, à en prendre quelques-unes, celles que vous nous donnerez, et pour les restaurer et les faire vivre. Et je vous garantis que dans un an et demi, l'église de Saintes qui sera belle. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est sûr. Elle sera très très belle. Elle est quand même du 15e, 16e siècle. Eh bien, souvenez-vous un peu la frénésie que ça avait déclenché, puisque Michel Giraud nous avait répondu très sympathiquement à M. l'abbé Aulagnier et à moi-même, nous disant qu'il allait réfléchir sur notre demande. Et il y a eu des fuites, je ne sais pas comment, enfin si, puisque moi je l'ai dit publiquement, le président de la conférence épiscopale française, qui était à l'époque Monseigneur Villeneuve, l'a appris, il a réuni d'urgence le conseil de sécurité, je ne sais pas comment ça s'appelle dans l'épiscopat, et le conseil de sécurité de l'épiscopat, et ils ont pondu une lettre envoyé au ministre de l'Intérieur et signé de Monseigneur Villeneuve, disant « Attendez, si vous commencez à lâcher une ou 2 églises aux traditionalistes, alors vous créez, et là je cite mot à mot, un conflit majeur entre l'Église et l'État. » Autrement dit, on était reparti en 1905. Quelle horreur! Alors oui, un peu c'est effrayant de se fâcher avec des gens comme ça, parce qu'ils ont un tel courage dans le combat. On voit bien dans le combat contre l'avortement, par exemple, courage que montrent les évêques. Donc effectivement, on comprend que l'État recule dans la perspective de se fâcher contre des gens d'une audace aussi implacable que, je sais pas, Villeneuve. Ah oui, là, ils ont sorti les gros canons des vieux conciles, les 120, et voilà. Des durs de durs, voilà. Et je crois que cette politique de récupération des églises, elle est inéluctable. Quand est-ce que ça arrivera ? Le temps n'en est pas fixé, mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne dit plus la messe dans ces églises. Encore une fois, elles vont devenir des monoprix ou des mosquées. Il faut choisir. Alors, et en attendant, elles croulent. Et puis il y a des choses irréversibles. Dans l'obsolescence, dans l'usure c'est quand une voûte s'écroule. Vous savez, on ne refait pas de voûte du XVIe siècle comme ça. Qui va savoir faire et qui va y mettre l'argent de refaire une voûte du XVIe siècle. La cathédrale de Saintes, à 300 mètres d'ailleurs de l'église Sainte-Colombe, dont je vous parle, les voûtes n'ont jamais été finies, et puis il y a une charpente depuis le XVIe, parce qu'on ne fait pas ce genre de choses. Il y a une question de patrimoine, et évidemment, il y a une question de progression de la foi, parce que le rayonnement d'une église, et en particulier d'une paroisse, est considérable, et je pense que, regardez Saint-Nicolas à Paris, mais pourquoi Saint-Nicolas à Paris ? Parce que c'est une église et parce qu'elle est en plein Paris, et c'est tout. Là, et si vous avez dans d'autres villes une église en plein cœur de cette ville, vous aurez, j'en suis persuadé, le même rayonnement qu'à Saint-Nicolas, à imaginer une 40aine ou une 50aine de Saint-Nicolas en France. Là, on a gagné une grande bataille. Alors, il y a un moyen de financer aussi ça, c'est d'acheter la cassette que vous venez de publier pour le catéchisme. Serge de Bécache. Merci beaucoup. Il est bien, merci. Il est fort. Il est fort. Effectivement. Je suis vulgaire, mais je suis fort. Il y a quelqu'un qui dit Serge de Bécache fait du tort à Radio Courtoisie avec sa vulgarité. C'est dramatique. Non, il faut pigmenter les choses. Je crois que les gens savent pas. Il y a des gens qui savent pas très bien ce que c'est que la vulgarité. Voilà. Ils mélangent la grossièreté et la vulgarité, la grossièreté, le ton un peu détendu, relâché et populaire. Oui, humain, je peux faire un français, gaulois. Je peux faire aussi un numéro. Cher monsieur l'abbé, ça va être un immense plaisir de vous recevoir ce soir à ce micro. C'est ça. Mais j'ai pas de blaquet là, je suis venu tout seul. Ma chaise à porteur n'est pas venue non plus. En double fil. Enfin, avec une chaise à porteur, vous risquez pas de faire d'excès de vitesse. C'est sûr. Eh bien, justement, puisque vous avez la bonne idée, on peut nous aider en achetant des cassettes, parce que je viens de publier sous forme de cassette audio, donc tout le cours de catéchisme que je faisais aux catéchumènes puis aux adultes débutants à Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est un travail qui m'a pris 10 ans. Moi, je ne pensais pas à le commercialiser, mais les fidèles m'ont dit, ils m'ont poussé, allez-y, ça peut intéresser, etc. Il n'y a pas de petit profit. On n'a pas fait ça pour le profit, vraiment. Mais pas du tout, du tout. Puisque pour l'instant, non, c'est vrai, là, vous avez lié les choses sympathiquement, mais nous vendons, non pas à perte,
Mais c'est pas du tout... Ah ben non, ça c'est pas une bonne idée, ça te vendra perte. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'estime que le catéchisme ne se vend point. Donc si vous voulez, votre idée de passer de l'un à l'autre était excellente, mais de financer l'un par l'autre, je pense que c'est pas le bon truc. Comment vous rajoutez 1 franc par cassette, et quand vous avez vendu 1 million de cassettes, l'église sera payée. Ah voilà, alors là c'est Elton John ou c'est... Non, c'est... Serge Sinantella. Non, c'est vrai qu'il y a un moyen là, pour tous les gens paumés au point de vue de la foi. Enfin, Elton John, excusez-moi, mais vos références datent un peu. Hein. C'est vrai. Il y a mieux. Bon, il y a plus non, il y a lucratif. Il y a plus jeune, quoi. Oui, oh, mais est-ce qu'il y a plus lucratif je sais pas. Ça, alors, j'en sais rien. À voir. En tous les cas, on peut avoir, si vous voulez... tout un cours de catéchisme qui est oral, une catéchèse, comme on dit dans le 16e, ça fait beaucoup mieux. Hein. Catéchisme, ça fait vraiment un pecno. Oui, ça fait un peu plouc. Ouais. Mais bon, c'est une catéchèse, puisque la catéchèse, c'est simplement mise en oral le catéchisme, ou plus exactement l'inverse. Le catéchisme est la mise par écrit de la catéchèse qui se fait depuis 16 siècles avant le Concile de Trente. Bref, on peut avoir cela, si vous voulez, sous forme de cassette, en choisissant ce qui plaît. Si c'est l'incarnation, c'est l'incarnation, c'est le péché originel, c'est les anges, c'est la morale, enfin bon... Ou on peut prendre la collection intégrale. Je n'ai même pas les prix, vous voyez, je ne suis pas venu dans l'idée de vendre de produits, mais je pense que c'est encore un combat extrêmement important parce qu'on s'aperçoit d'une chose, les gens de 30-40 ans n'ont pas eu de catéchisme. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 30 ans qu'il n'y a plus que des parcours, des pierres vivantes et des machins comme ça. Même les gens bien intentionnés et qui ont essayé de garder la foi catholique, etc., ils n'ont pas eu à se mettre sous la dent, si je puis dire, quelque chose d'un peu consistant au point de vue de la doctrine catholique. Et donc, ça s'adresse à des adultes parce qu'il y a un peu de philo, il y a un peu de... etc. C'est pas pour des enfants, c'est pour des adultes qui disent « Moi, je reprends ma formation de catéchisme à 0 et... » Ça va vite, puisque moi je fais ça en 1 an, et encore l'année scolaire, et donc j'ai 30 leçons, 30 ou 35, je sais plus, et là je vous garantis que vous avez, si vous les avez écoutées, et vous avez vraiment la doctrine catholique bien ficelée dans la tête, garantie service après-vente. Avec une estampille de l'épiscopat français? J'ai pas de Niki Lobstat de ce côté-là. Mais alors vraiment, avec ce qu'ils ont produit, je crois que je l'aurais pas prise. On ne serait pas baissé pour la ramasser. Alors, vous me donnez, s'il vous plaît, l'adresse à laquelle on peut envoyer plein de sous. L'adresse, c'est la même. Donc, une pierre deux coups. C'est 19 avenue de Gaulle. Je suis désolé. Oh, quelle horreur. Mais on ne choisit pas toujours sa résidence. Oh là là là. 19 avenue de Gaulle, 33 520 à Bruges. Bruges. La Bruges du Sud, hein, à côté de Bordeaux. C'est pas la Venise du Nord. Non, je ne suis pas arabe cette fois-ci. Après la chaise à porteur. J'ai cru que vous aviez franchi le qui est vrai. Non. À Bruges, c'est la banlieue de Bordeaux. B-R-U-G-E-S. Voilà. Bruges. Et donc pour nous aider pour l'église, donc vraiment là des chèques sympathiques quoi, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, à l'ordre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis directement. Et pour commander les cassettes, d'abord dites ce que vous voulez, si c'est le dogme qui vous intéresse, si c'est l'incarnation, si c'est Dieu qui vous intéresse, ce serait pas mal de commencer par là. Bon sujet. Et alors là vous envoyez à Mascaret, notre association qui gère tout ça. Voilà, mais l'adresse est la même, 19 avenue de Gaulle, 33 520 à Bruges. Monsieur, et merci à l'avance. Merci. On redonnera ces adresses tout à l'heure, si j'y pense, parce que vous avez remarqué que Victoria n'est pas là. Vous n'avez pas entendu sa voix melliflue, parce qu'elle est en... Melliflue. Ah oui, elle a une voix melliflue. Elle est en province. Je ne sais pas ce qu'elle va faire en province, allez savoir. Alors, un mot quand même à propos de... cette histoire du bug Microsoft. Un auditeur nous fait remarquer fort justement que il est quand même étrange que quand on tape anti-stress, le dictionnaire Word propose anti-arabe, alors que antisémite aurait beaucoup mieux convenu, puisque les 6 premières lettres sont absolument identiques. Mais un autre auditeur, alors là c'est ça la radio courtoisie, c'est formidable, on sait tout grâce à Radio Courtoisie. Un auditeur dit pur fantasme. Je viens de vérifier sur Word 2000, et j'ai donc utilisé le correcteur orthographique sur anti-stress. Il n'y a rien. C'est accepté normalement. Donc voilà, beaucoup de bruit pour rien. C'était une invention j'ai consacré la première demi-heure de cette émission à dire des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt. C'est pas la première fois.
Les dons pour la reconstruction de la chapelle sont-ils déductibles des impôts, nous dit un fidèle généreux mais avisé. Mais il a raison, c'est une très bonne question. Évidemment, on vous envoie un reçu fiscal. Nous avons tout ce qu'il faut pour et demandez-le. Merci d'avance. Vous ne faites pas tort à Radio Courtoisie, ça c'est gentil. Merci madame, voilà. Donc déjà, un pour, un contre. 50%. Si vous voulez acheter des églises, c'est bien, mais les témoins de Jéhovah en cherchent, les protestants aussi, c'est embêtant si n'importe qui achète des églises. Ça veut dire si on est dans une commune dirigée par des cocos, ils risquent d'acheter l'église et de la transformer en... Alors là, il y a un mot que je ne lis pas bien, ça commence par un B, ça finit par un L. Oui. Mais je n'arrive pas bien à lire entre les deux. Là, on quitte la... Voilà. L'église appartient aux communes, mais celle construite avant la loi de séparation de l'église et de l'État... Ah oui, non, c'est seulement celles qui construites avant la loi de séparation. Celles qui ont été construites après appartiennent aux associations diocésaines. Mais là, c'était bien avant, puisque vous dites que c'est une église du XVIe siècle, pas arrondissement. Que pensez-vous de la fraternité Saint-Pierre? Oui, ça, si vous voulez, on va peut-être passer sur le sujet, parce que sinon, je crois que Philippe Longueur-Dassac sera obligé de revenir. Enfin, une action simple et réaliste, condamnée à réussir. Heureuse coïncidence de lancer le FLN à l'heure où nous sommes désormais écoutés en Afrique du Nord. Ben oui, pourquoi pas. Au moins, on ne pourra pas nous reprocher d'être antipathique. Hein, c'est une bonne idée, non? C'est le FLN, ça c'est pour Chabanis. Alors, je continue à lire les messages. C'est avec le bon beurre que les socialistes ramassent la galette. Ah, joli, ça tient. Voilà, c'est très joli. Si les Français n'étaient pas aussi stupides, nous n'en serions pas là. Non, pas les Français, des Français. Toute généralisation est abusive, comprenez-vous? Et alors, donc on va maintenant en venir à la suite, parce que j'ai un message qui nous dit, c'est un peu excédé, nous sommes très nombreux à attendre monsieur Philippe Longueur-Dassac. Donc, monsieur l'abbé, merci. Voilà. Voilà. Hein, ils sont bien contents que vous soyez. Je suis très heureux d'ailleurs de faire la connaissance de Philippe Longueur-Dassac après avoir connu Jacques. De toute façon, rassurez-vous, le Père et le Fils, je ne dirais pas c'est comme la Trinité, puisqu'il n'en manque que deux, ils ont le même Saint-Esprit. Les deux se superposent exactement. J'ai compris, ils ont le même Saint-Esprit. Alors, donc Philippe Longueur-Dassac, je vous ai invité ce soir parce que vous avez publié un livre qui est un livre à la fois important et si j'ose dire, surprenant. Qui s'appelle le nationalisme français. Alors, aujourd'hui, le nationalisme, c'est vraiment la chose qui a la plus mauvaise réputation, la plus mauvaise image en France. Ça dépend de qui on parle. C'est un tout petit peu pire que le national-socialisme, qui lui a au moins le mérite d'être socialiste. Tandis que le nationalisme français, il est non seulement nationaliste, mais il est français. Alors, exactement. Non, mais vous avez tout à fait raison, et on va en reparler d'ailleurs. Alors, la première question, celle que je pose toujours à tout auteur, parce que c'est vraiment la question clé. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Quelle était la nécessité de ce livre? La littérature nationaliste est quand même abondante. La littérature théorique est assez abondante. Est-ce qu'il c'était nécessaire de faire quelque chose de nouveau? J'ai constaté, à l'occasion des activités politiques que j'ai pu avoir depuis quelques années, notamment auprès de jeunes qui me demandaient des séances de formation, que effectivement il y avait beaucoup de choses sur le marché, sur le nationalisme, mais que tout ça était très éparpillé et qu'il fallait lire beaucoup de pages pour finalement en extraire la moelle. Et que si on voulait, surtout à une ère où les gens sont pressés, où ils n'ont pas tellement le temps ou plus tellement le goût de lire, avoir quelque chose de condensé qui fasse les rappels essentiels et qui réexpose les raisons de l'apparition du nationalisme français, tout simplement. Alors je voudrais revenir à une observation que vous avez faite juste à l'instant. Le nationalisme a mauvaise réputation, surtout français. Il est intéressant de noter que le monde politico-médiatique, quand il parle de nationalisme, a deux appréciations pour le même terme, selon à qui s'applique le nationalisme. Si c'est un nationalisme afro-asiatique, tiers-mondiste, corse, breton, etc., sécessionniste, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que ça détruit l'ensemble national. Mais si on parle de nationalisme français, qui lui est l'ensemble des principes
qui tend à défendre l'entité nationale, l'héritage national, non seulement sur le plan territorial, mais surtout sur le plan moral, spirituel, intellectuel, alors là, les griffes sortent et nous sommes attaqués. Vous savez, c'est le célébrissime dessin de Faisan, où on voit toute une galerie de valeureux patriotes. À chaque fois, c'est des valeureux patriotes. Alors, c'est vive le nationalisme vietnamien, un petit bonhomme avec un chapeau pointu. Il y en a un avec une kippa qui dit vive le nationalisme israélien. Le troisième, c'est enfin vive le Vietnam, vive la France, vive Israël, vive l'Algérie, vive etc., etc., etc. Et à chaque fois, dessous, on voit valeureux patriote vietnamien, valeureux patriote israélien, valeureux patriote algérien, valeureux patriote congolais, et à la fin, il y a un bonhomme avec un béret qui dit vive la France, et dessous, il est marqué vieux con, réactionnaire et fasciste. C'est exactement ça, c'est l'illustration. J'aurais dû mettre ça comme illustration de mon livre. Ça aurait fait une très bonne couverture. Prochaine édition. Bon, donc le nationalisme, finalement, français, qu'est-ce et comment est-il apparu? Et là, vraiment, l'histoire est amusante. Il y a des détours de l'histoire qui sont des pirouettes, des clins d'œil. C'est un adversaire du nationalisme qui, le premier dans l'histoire, en parle et crée le mot. Et c'est dans le bouquin fondamental de l'abbé Baruel, Monsieur l'abbé Laguérie, vous devez le connaître, c'est un excellent auteur, qui cite des... Vous savez qu'il a été franc-maçon, l'abbé Baruel? Je sais, tout à fait, comme Joseph de Metz, comme beaucoup d'autres à l'époque, avant qu'ils ne comprennent, comme Chénier aussi, qui a été d'ailleurs quelque peu raccourci par la suite. Oui, et Baruel, dans son livre qui a été publié à Londres en 1797, cite des textes de Adam Weishaupt, le créateur des Illuminés de Bavière, justement, texte qui avait été saisi par la police du grand électeur de Bavière. Et dans un de ces textes, Weishaupt, donc adversaire, bien entendu, franc-maçon, adversaire de la monarchie et donc de la nation française, à l'époque, décrit les bipèdes de l'époque, les êtres humains de l'époque, en deux catégories. Ceux qui prônent l'amour général et ceux qui défendent l'amour national ou nationaliste. Et le terme apparaît comme ça, tout bêtement, probablement antérieur à 1797, mais la source que j'ai, qui est celle de Baruel, que je crois que tout le monde peut consulter, d'ailleurs qui a été rééditée par nos amis de Chéréan-Montreuil. On peut se procurer l'histoire du jacobinisme de Baruel. Et donc c'est la première référence au nationalisme français et qui donne en fait la véritable définition de ce qu'est le nationalisme, c'est-à-dire la défense de l'héritage de la nation déjà constituée. Car en fait, les autres nationalismes... C'est l'amour du prochain. Alors, c'est pas du tout. C'est l'amour de notre prochain tout proche. Ouais, c'est ça, du le plus proche, contrairement aux autres. On déteste pas le lointain, mais on préfère le prochain. Exactement. Contrairement à ce que prenait Weishaupt, qui préférait les gens lointains, parce que ça n'engage à rien, et préférant oublier les plus proches, qui l'obligeaient à se dévouer peut-être un petit peu plus à sa porte. Or, dans cette querelle sur le nationalisme, il faut bien voir une chose. C'est que le nationalisme vient après la nation, après la constitution de la nation, pour la défendre, pour défendre l'héritage. Alors que les nationalismes dont on nous parle dans la presse, c'est pour détruire la nation, pour détruire l'édifice construit par l'histoire, au détriment de séparatisme. Et donc, normalement, on ne peut pas utiliser un même terme pour deux choses différentes et antagonistes. Et c'est comme ça que René Joannet, dans son livre Le principe des nationalités, a créé un terme pour qu'il y ait un autre mot pour définir cette autre image qui est apparue avec la Révolution française d'ailleurs, qui est le séparatisme qui tend à créer des entités nouvelles sur une entité déjà existante, sur un grand ensemble existant. Donc, nationalisme, défense de la nation existante, nationalitarisme, ou principe des nationalités, ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et beaucoup de nos amis, malheureusement, font la confusion, et nous sommes un petit peu dans une tour de Babel.
Et c'est un petit peu, je m'excuse, c'est un petit peu dans cette optique-là, justement, pour rappeler des choses qui sont confuses, pour éviter que l'on mélange les notions, que j'ai estimé devoir faire ce rappel avec un livre qui n'est pas très, très important à lire, 160 pages, et où je crois avoir mis ce qui me semble essentiel pour avoir déjà une première approche de ce qui est notre mémoire nationale. Parce qu'on nous casse toujours les oreilles avec la mémoire de ceci, la mémoire de cela, mais nous devons aussi avoir notre mémoire. Et c'est dans ce but que j'ai écrit ce livre. Alors, le débat qui a été réveillé il y a maintenant un peu plus d'1 an, presque 2 ans par Vigry, c'était la question des deux nationalismes. Alors, est-ce que le nationalisme est l'héritier de la Révolution ? Est-ce qu'il en est le moteur principal ? Est-ce qu'on peut être nationaliste et monarchiste ? Comment peut-on être à la fois nationaliste et monarchiste ? Oui, ce sont des nationalisme et jacobinisme. Tout à fait. Bon, là encore, c'est la confusion des mots. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que les révolutionnaires parlaient de la nation par-ci, la nation par-là, mais leur notion de nation est totalement différente. Eux sont français, donc font partie de la nation, ceux qui adhèrent aux idées nouvelles. C'est la perspective révolutionnaire. Exactement, c'est la perspective révolutionnaire, c'est donc une exclusion d'une partie de la nation qui n'adhère pas à leurs idées. Et d'ailleurs, dans un des chapitres, je cite ce mot terrible de Carrier, disons, nous régenterons la France à notre manière, sinon nous en ferons un cimetière. Je vous cite ça à peu près à quelques variantes près, c'est exactement ça, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors quand on nous parle, quand on nous soumet d'être tolérants contre nos adversaires pour nous désarmer, je voudrais que ceux qui écoutent cette émission retiennent cette phrase d'un des grands ancêtres de ceux qui nous gouvernent actuellement, parce que la tolérance n'était pas tout à fait au goût du jour à ce moment-là. Nationalisme et racisme, c'est compatible ou c'est radicalement antagoniste ? Bon, le nationalisme, il y a 2 choses à voir. Le nationalisme défend d'abord ce qui existe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir par la suite des apports nouveaux. Et le problème, justement, des assimilations ou intégrations, c'est que bien souvent, on considère ce genre de processus de façon globale pour des populations entières, alors que l'assimilation ne devrait se faire qu'à titre individuel, en fonction d'une part de la volonté de la personne qui le souhaiterait, et en fonction de l'acceptation des nationaux qui sont censés l'accueillir. Il faut que la personne corresponde et les capacités pour être intégrées dans la structure nationale à laquelle il veut adhérer. Est-ce qu'on peut devenir, selon vous, selon pas votre théorie, parce que c'est pas votre théorie, mais c'est selon la théorie que vous approfondissez dans votre livre, le nationalisme français, est-ce que l'idée de devenir français par le sang versé ou par le sang offert, ça vous paraît une idée défendable ? Je crois que c'est défendable. D'ailleurs, je crois que ça a été un processus qui s'est fait tout au long de l'histoire de France. Je pense qu'il y a pas mal de gardes écossais, irlandais, de reîtres allemands qui sont restés, qui ont procréé en France et qui sont devenus français, ou tout au moins leur descendance. Et simplement, il faut tout de même bien voir une chose, c'est qu'il y a des peuples, des sujets qui sont compatibles entre eux et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des civilisations qui peuvent se fondre entre elles et d'autres qui le sont difficilement. Alors, tout au moins en groupe. Est-ce que la nature de l'État, non pas de la nation, là, mais est-ce que la nature de l'État qui gère la nation peut influer sur les capacités de la nation à intégrer, à absorber, à assimiler des corps étrangers ? Mais c'est tout... Pardon de vous continuer, mais est-ce que vous pensez par exemple que... c'est mon impression que c'était plus facile de s'intégrer dans la nation monarchique que dans la nation républicaine. Ah, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, c'est que la grande sagesse de nos rois a été, lorsqu'ils acquéraient de nouvelles provinces, de leur laisser leurs lois locales, leurs parlements locaux.
Il ne cherchait pas à centraliser bêtement, comme l'a fait le jacobinisme, pour mettre tout le monde à égalité. Chacun gardait ses différences, et c'est en fait le creuset de l'histoire qui a fini petit à petit, avec une certaine impulsion quand même de l'État monarchique, notamment avec la langue et l'instruction, à finir par fusionner ensemble des personnes d'origine très différentes. Mais là, vous venez d'évoquer la langue. C'est effectivement, je crois que c'est le principal creuset. Et là, on doit, parmi les rares choses qu'on doit à François Ier, il y a au moins celle-là, c'est d'avoir imposé la langue française. Je voudrais que Anne Merlin-Chazela soit là. C'est une collaboratrice du Libre Journal, qui est une spécialiste avec son mari d'ailleurs de François Ier, et qui est une admiratrice de François Ier, contrairement à moi qui n'aime pas du tout le personnage, mais enfin ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle le connaît bien, moi pas. Mais elle souligne toujours l'importance de son œuvre dans la création, en quelque sorte, de la langue française comme langue nationale. Et or, aujourd'hui, on assiste à une disparition de ce principe fédérateur ou de ce principe de coagulation qui est une langue commune, puisque on voit très bien se développer des langues, non plus des langues de nation ou des langues de communauté, en tout cas de communauté raciale ou ethnique ou d'origine, mais des langues de classe. C'est pour ça d'ailleurs que l'État socialiste pousse à l'enseignement à nouveau la langue corse. Oui, moi je dois dire que ça me gêne pas beaucoup parce que c'est tout simplement, ça me gêne pas plus pour le corse, pour le basque et le breton. Je crois que c'est du bilinguisme tout simplement. Le problème c'est pas l'enseignement, c'est pas la pratique de la langue. Le problème c'est l'officialisation de la langue. Je crois qu'il serait très facile de dire qu'il y a une langue officielle dans laquelle doivent être rédigés tous les actes officiels, ce qui était d'ailleurs le contenu du traité. Ce traité d'ailleurs je me confonds toujours avec le traité de Cateau-Cambrésis, qui n'a rien à voir, mais bon, enfin peu importe. Donc ce traité, cet acte signé par François Ier, qui impose la langue française comme langue administrative, c'est pas ça. Non, c'est pas que. Villars-Excel. Venez, cher Daniel Amiche, bien sûr, il sait tout lui. Oui, Daniel, qu'est-ce donc? Je crois que c'est Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, voilà. Je sens qu'Anne Merlin-Chazela va me tirer les oreilles. Enfin, donc le traité de Villers-Cotterêts. C'était ça la base. Il y avait pas de. C'est pas le traité non plus. C'est pas un traité, c'est un édit. L'édit, voilà. Bon. Merci. Vous pouvez rester, Daniel, tant qu'on y est. Donc l'édit de Villers-Cotterêts a le mérite de créer une langue administrative, une langue obligatoire, une langue commune, pour tous les actes officiels de justice, etc. Mais de laisser le libre usage des langues régionales, et pour cause. Et ça me paraît très très sage. Je vois pas pourquoi on empêcherait les Bretons de parler breton en famille du moment qu'ils parlent le français. Et je crois que c'est un phénomène, enfin c'est une évolution naturelle. Est-ce que pas un peu différent parce que l'usage de ces langues qu'on essaye de rétablir un peu de force Exactement, c'est ça. C'est plus que vous prenez on sait qu'elle est. C'est-à-dire, on parlait le breton, on parlait la langue d'oc, etc. Alors, c'est pas gênant, ça. Oui, mais je veux et dire... donc, on unit par une langue officielle le français. Mais là, c'est une politique. Là, c'est une volonté. De particularisme dans un climat. Moi, je ne sens pas comme ça. Enfin, bon, c'est pas le débat, mais je ne sens pas comme ça. Mais je veux dire, c'est pas la question. Je vois ça exactement comme le latin. Hein. Moi, je trouve que les gens, je comprends pas comment des gens qui trouvent qu'il faut maintenir le latin à l'Église peuvent s'opposer ensuite à l'usage du breton dans les familles bretonnes. Pour moi, c'est exactement du même ordre. Il y a des langues qui sont en quelque sorte connaturelles au génie français, qui sont des langues, c'est pas le français, mais c'est connaturel au génie de la nation, parce que c'est devenu complètement intégré dans la nation, et en famille on parle breton ou corse. Moi j'allais très très souvent en Corse avec ma femme, on entendait les gens parler corse. Bon, ça ne gênait personne. En famille, on parle pas. Qu'on se comprenne bien. La réflexion que j'ai faite tout à l'heure, c'est que je subodore quand même, de la part de nos amis socialistes, une volonté perverse en relançant les langues locales
pour pousser justement au séparatisme. C'est ça qui me fait réagir. Je crois que simplement ils font ça parce que ce sont des semeurs de bordel. Ah oui, donc quel que soit le moyen, si tout le monde parlait des langues différentes, ils essaieraient, comme ils l'ont fait d'ailleurs au début du siècle, ils essaieraient d'imposer par la force, par la contrainte et par la violence une langue unique en interdisant la pratique des langues régionales, des patois, des dialectes et des langues régionales ou des langues communes de communauté. Et comme maintenant, tout le monde parle en gros un français complètement abattardi et nunuche, ils se disent que il faut absolument semer de nouveau la chicaya en posant des questions qui ne s'opposent pas du tout. Mais exactement. Je ne crois pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec la réalité de la langue. De toute façon, c'est secondaire, ça. Il y a une chose, puisque la guerre et la gentillesse de rester avec nous, je voudrais lui poser une question sur le rôle la position de l'Église par rapport au nationalisme. Parce que l'Église catholique, c'est par définition une internationale. Alors, oui. Comment est-ce qu'on peut être nationaliste représentant d'une internationale? J'y réponds dans le livre, d'ailleurs. Combien de divisions l'Église, c'est ça, non? Oui, mais la division au sens de la... Non, l'objection, si vous voulez, je crois que c'est assez simple de répondre, parce que l'universalisme de l'Église n'est pas du tout au niveau politique. Pas du tout, exactement. Du tout. Tout simplement, est au niveau spirituel, la communion dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Bon. En revanche... si l'Église n'a pas tranché, c'est pas un régime politique, le nationalisme, c'est une réalité. Enfin, je sais pas, c'est à Maître Ploncard-Lassac de répondre, mais c'est un docteur, c'est un docteur. Pardon. C'est un fait qu'on prend tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de richesse humaine en France, ce sera mieux défini par le docteur, mais qui existe. Alors, j'allais dire, on n'a pas à prendre parti pour le nationalisme ou contre. Parce que si vous appelez ça la vertu qui correspond au nationalisme, qui est quand même la vertu de piété, on aurait employé autrefois le mot patriote. Mais ce mot patriote a été dévoyé par les sans-culottes. Vous comprenez? Mais il existait autrefois. Et d'ailleurs, son fondement est différent. On peut en parler de culottes, d'ailleurs. On peut en parler, exactement. Mais vous comprenez, il y a une vertu. Alors, dans la Somme de Saint-Thomas d'Aquin, vous avez une vertu qui s'appelle la piété et qui tend justement au respect de toutes ces valeurs qui font la patrie, la terre des pères, etc. Alors là-dessus, évidemment, alors c'est là peut-être qu'on peut reposer une autre question au docteur, mais alors comment ce nationalisme qui en soi est une valeur tout à fait admissible et j'allais dire tout à fait chrétienne même quand il est patriotique. Comment a-t-il pu être récupéré aussi facilement par les voyous et par les révolutionnaires? Avant, je voudrais faire une remarque, si vous permettez, que Philippe Ploncard-Lassac répond. C'est que moi, mon impression, et vous me direz la vôtre, c'est que la nation fédère des patries est dirigée par l'État, est conduite par l'État. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas totalement opposé à la pérennité des langues régionales, parce que c'est vrai que chacun a une patrie qui est la France, puis chacun a une patrie, première patrie en quelque sorte qui est la France, puis une deuxième patrie qui est sa région d'origine, qui est sa terre d'origine. Un Alsacien, il est français, et vous puis il est quand même tout à alsacien. fait la patrie de l'État. Tout à fait. Ah, totalement, oui. Totalement. Absolument. Je pense que l'État peut changer, la patrie continuera à exister. Je pense que si les crapules et les mafias internationales arrivent à nous faire faire l'Europe... Qui gouvernent, je parle de l'État. Non, mais même l'État. S'ils arrivent à nous faire faire l'Europe et nous imposer leur Europe, cette Europe dont nous ne voulons pas, ils ne pourront jamais faire que la patrie n'existera pas. La patrie, elle est dans notre cœur, elle est dans nos âmes, et elle reste éternelle. Je crois qu'il y a plusieurs notions auxquelles il faut que je réponde. D'une part, l'attitude de l'Église vis-à-vis du nationalisme. Je voudrais rappeler, si je me permets, une parole du Christ disant à ses apôtres « Allez et convertissez les nations ». Il n'a pas dit les hommes de tous les temps, il a dit les nations. Et ça, à messieurs les évêques bien pensants qui pourraient éventuellement par accident nous écouter, je rappelle tout de même ce fait. Les nations sont quand même un terme générique pour désigner tout ce qui n'est pas juif. Hein. C'est le oui, sens... mais qui était tout à fait, qui était tout de même déjà individualisé. C'est tout le monde, sauf les juifs. Donc, pas trop...
Alors, pour l'aspect patriotisme, nationalisme, État, etc., j'ai justement dans ce livre un chapitre spécifique concernant le régime et l'institution. Et là, il y a souvent une confusion qui s'établit. L'institution, en fait, c'est ce qui coiffe l'État. C'est le chapeau qui peut être un monarque, qui peut être un président de la République, qui peut être un conseil des sages, etc. Mais cette entité ne préjuge pas de la doctrine philosophique de l'État. Ce qui va être, finalement, le fondement de la philosophie de l'État, c'est le régime. Et c'est d'ailleurs la définition lumineuse et excessivement courte et concise du président Salazar. La politique est une philosophie en action. Donc le régime, et c'est ça qui nous, nationalistes, en carence de monarchie pour l'instant, nous intéresse, c'est de définir les conditions du régime que nous voulons, basées non pas sur des créations artificielles que moi, petit écrivain, après avoir été médecin, pourrais élucubrer. Je n'élucubre pas, je ne dis rien de nouveau, parce qu'il n'y a rien à dire de nouveau. Ce sont des données éternelles, simplement, qui sont masquées parce que nos adversaires font oublier les vérités essentielles et qu'il faut, de ce fait, les rétablir indéfiniment. Alors, il ne faut pas qu'on se fasse priver de notre mémoire. Si je peux vous faire dévier très légèrement du sujet, quelle est votre impression, votre réaction en face d'une initiative comme celle que présentait Alexandre Chabanis tout à l'heure, qui est, j'imagine que vous êtes probablement plus démocrate que moi, mais... Ah, vous croyez? Non, non, même pas. J'essayais d'être aimable. Je suis désolé. Je croyais que vous étiez un ami, cher ami. Bon, alors donc voilà. Mais il s'agit quand même d'une initiative de caractère démocratique, puisqu'elle demande au peuple français de se prononcer. Est-ce que ça vous paraît cohérent avec une position nationaliste? Écoutez, là, je crois qu'il y a une grande querelle sur le plan de ce terme démocratique. En fait, les nationalistes ne refusent pas au peuple de s'exprimer. Simplement, ce qu'ils refusent, c'est cette caricature de consultation électorale qui donne à penser à l'électeur qu'il est souverain avec son bulletin de vote, alors qu'en fait, il n'est que manipulé, il est programmé en fonction des intérêts de ceux qui tiennent les médias. Et c'est ça la grande astuce des révolutionnaires, c'est qu'ils ont fait croire au bon peuple qu'ils étaient dorénavant libres alors qu'avant ils étaient opprimés, qu'avant ils n'étaient jamais consultés, ce qui était faux, et qu'à partir de cette nouvelle aurore démocratique, ils allaient pouvoir gérer convenablement enfin leur avenir. Le résultat, c'est que dès le début de la République, les classes les plus populaires et les plus pauvres mouraient de faim, leur argent, leurs petites économies ayant fondu avec les assignats. Il faut lire le livre de René Sédillot, Le coup de la Révolution française. Et d'ailleurs, c'est le titre d'un des chapitres de mon bouquin où je dis « Une révolution au nom du peuple, contre le peuple ». Et ça, c'est fondamental. Donc, l'initiative dont vous parlez, je suis tout à fait pour, parce que ce n'est pas parce qu'on consulte le peuple qu'on est démocrate, on consulte le peuple sur les sujets qu'il connaît directement. Absolument. C'est le fondement du corporatisme. C'est ça. Et c'est d'ailleurs la distinction que j'essaye de faire dans le livre entre démocratie inorganique qui nous a été créée par les Lumières de la Révolution française, qui ont détourné la véritable souveraineté du peuple, qui lui, déjà bien avant, pouvait juger des choses qui le concernaient directement, donc il savait de quoi il parlait, et il savait comment aussi juger et les hommes et les faits, puisque c'était des faits qu'il côtoyait. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'on leur demande de donner un avis sur des choses dont il n'a connaissance que par seconde main. Or, cette seconde main, on sait très bien qu'elle est manipulée. Et que le citoyen électeur est devenu un chien de Pavlov. L'exemple, c'est le référendum sur Maastricht. Tout à fait, exactement. À l'occasion duquel donc, une immense majorité a voté sans avoir la moindre idée des raisons pour lesquelles ils votent. Donc vous voyez, cher ami, d'une part... Il s'en est fallu d'un jeu, en plus. Je ne suis toujours pas démocrate, et je risque pas de mourir le devenant.
Mais néanmoins, je prône, bien entendu, la vie populaire, mais adaptée aux problèmes qu'il peut connaître directement. Et ça, c'en est un. Merci Philippe Plancard-Dassac. Je rappelle, votre livre s'appelle « Le nationalisme français » et toutes les idées que vous venez d'exposer et bien d'autres sont développées. Et ce qui est tout à fait remarquable dans ce livre, c'est qu'il est lumineux. Voilà, il se lit avec une très grande facilité, c'est une espèce de manuel. Et un auditeur dit j'ai lu votre livre, il est remarquable. Une auditrice, pardon. J'ai lu votre livre, il est remarquable. Il serait bon que les étudiants le lisent pour avoir une culture politique. Voilà. Et M. l'abbé Laguérie pourrait-il en suggérer la lecture dans les écoles où il enseigne là? Et en ce moment, j'enseigne pas dans les écoles, mais mes amis... Ça se sent, parce que les enfants ne font pas beaucoup de preuves. Voilà, merci. Oh. Mais on le fera lire par nos étudiants, oui. Alors, je lis en vitesse les messages. Je suis corse, je peux vous dire qu'il n'y a pas de langue corse. Pas un seul corse ne l'écrit comme son voisin. Oui, remarquez que c'est exactement la même chose avec le français, hein, ça, clairement. Hein. Surtout avec l'éducation actuelle. Surtout quand moi je m'y mets, alors là, ça devient quelque... Bon, une langue a une traduction et est écrite. Le corse n'est pas une langue. Bon, madame, vous dites que vous êtes corse, ou monsieur, je sais pas. Non, c'est un monsieur. Monsieur, vous dites que vous êtes corse, je vous laisserai vous arranger avec vos compatriotes. Mais à mon avis, vous allez au-devant de gros problèmes. C'est vrai, cela dit, que je me souviens d'une conversation à Algaïoul entre deux Corses. Il y avait un Corse de l'intérieur et un Corse de l'extérieur. Ils parlaient, ils disputaient sur la langue. Et ça a duré à peu près une demi-heure pour savoir comment on disait veste. Et il y en avait un qui disait veste, on dit avesta. Et l'autre disait ayaketa, ayageda. Et c'est une demi-heure pour savoir si on disait veste ou jaquette. J'ai dit, voyez, l'avantage en français, c'est qu'on dit veste ou jaquette. Voilà. Hein? Pouvez-vous redonner les coordonnées? Oui, ça, on va le faire. Un auditeur dit, ah, monsieur Plancard-Dassac, comme je suis heureux de vous réentendre, comme je vous entendais avec ma chère maman qui n'est plus là, autant vous parliez à Radio Portugal. C'est mon père. Et voilà, c'est ça. Pour la France. Je suivais tous les soirs vos éditoriaux. C'était naturellement Jacques Plancard-Dassac, tout à fait. Votre père. Rendons à César ce qui est à César. Le nationalisme est un patriotisme racial, suprématiste, colonialiste, monoracialiste blanc, nordique en Europe. Ça fait beaucoup, ça. Alors que le pseudo-nationalisme de gauche multiracialiste, culturel exclusivement à la Corse, est politiquement correct et méprisable comme la collaboration, contrairement à la résistance incarnée par le nationalisme. Voilà, ça c'était un message. Ça veut dire exactement ça. Voilà. Monsieur de Beketch, vous répétez les mêmes âneries que certains patrons d'émissions sur cette radio qui affirment avec assurance que le national-socialisme était de gauche puisqu'il y a dans ce mot le terme socialisme. Argument d'imbécile ignare, pas seulement d'imbécile, mais d'imbécile ignare. Pas gentil. Puisque Adolf Hitler, notre Führer bien-aimé, non, il n'y a pas ça, pardon. Il n'y a pas ça. Excusez-moi, n'a jamais adhéré à un mouvement de gauche. En 1919, il adhère à un groupuscule d'extrême droite pan-germaniste, le DAP, Deutsche Abteilung Partei, créé par Anton Dressler. D'autre part, Hitler n'a jamais donné au socialisme un sens démocratique ou marxiste. Oui, ça, je crois qu'on avait bien remarqué. Oui, ça, c'est assez évident. Donc, encore... Quel lien, M. Plancard-Dassac, voit-il entre nationalisme et monarchie? Vous avez répondu. Pense-t-il qu'un nationalisme intégral peut avoir un sens sans la royauté? Ça, je peux répondre très brièvement à ça. C'est que justement, et là j'insiste là-dessus dans le livre, c'est que le nationalisme, en fait, a pris le relais des idées implicites de la monarchie de droit divin par carence avec la disparition de la monarchie. C'est-à-dire que la monarchie et tout l'art de gouverner qu'avait créé petit à petit la dynastie française s'est retrouvée détruite par l'assassinat de Louis XVI et le triomphe des idées jacobines. Et c'est à partir de là, sur cette constatation, que des esprits comme Baruel, comme Joseph de Maistre, comme André Chénier, comme plein d'autres après, et puis l'école nationaliste plus tardive que nous connaissons, ont fait la critique des idées de la Révolution française et ont fait cet édifice doctrinal que l'on appelle aujourd'hui le nationalisme français. Et que je n'ai fait que, j'espère, ne pas avoir trahi en essayant de le codifier.
Alors, il y a une lettre de Farid Smaï du Forum national des cercles arabisme et francité qui dit « Cher ami, à propos d'un grand rassemblement qui a eu lieu au CNIT à la Défense, organisé par le gouvernement social-communiste sur le thème la discrimination à l'embauche des jeunes beurs, je tenais à dire que la première discrimination à l'embauche est au sommet de l'État, qu'on la trouve. Notre magnifique pays compte au moins 10% de Français d'origine immigrée maghrébine, sans même compter les populations originaires des dom-toms. On pourrait... Alors qu'il y a 4 ou 5 ministres sur 35 qui soient représentatifs de... On pourrait... Alors, j'arrive mal à lire, pardon. Oui, on pourrait espérer, alors qu'il y ait 4 ou 5 ministres sur 35 qui soient représentatifs de ces populations. Il n'y en a pas un seul, donc il est clair que tous les partis politiques de la gauche plurielle, de même d'ailleurs que ceux de la droite molle, de la droite honteuse, sont farouchement racistes. Voilà. Oui, ça pose, enfin, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais ça pose la question des quotas qui nous emmènent, parce que là, par exemple, ils ont décidé qu'il fallait absolument qu'il y ait une femme sur 2. Bon, et après, ça va être évident qu'il va y avoir, il va falloir avoir un certain nombre d'Africains ou un certain nombre de candidats d'origine maghrébine ou d'origine moldovalaque, un certain nombre de juifs, un certain nombre de catholiques, un certain nombre de catholiques, c'est pas absolument obligatoire. D'homosexuels, alors voilà, c'est donc ça c'est. Et combien de fascistes? Ah non, ça marche pas là. Les fascistes, ça marche pas là. Fascistes pas français, monsieur. Mais et l'égalitarisme démocratique, où est-il? Je sais pas, je me lave et je ne le vois pas. Monsieur de Beketch, ça c'est très drôle. Alors, écoutez, ça c'est, il faut quand même que je termine en vitesse. Je lirai après ça. Le pape Pie XII, dans un message de Noël 54, a déclaré que la vie nationale, très bonne en elle-même, n'est cependant pas de nature politique. Allez et enseignez la nation, a dit le Christ, et non allez et convertissez. La conversion est une démarche personnelle, nous dit un auditeur. Ce n'est pas la nation. Allez et enseignez les nations. Ce n'est pas la nation. Non, les nations. Allez et enseignez. Enseignez, pas convertissez. On a aboli le communisme, donc il n'existe plus. On est en train d'abolir les nations, et donc les nationalistes ne vont plus exister. Alors je suis très inquiet que vont devenir les internationalistes, et que, comme la Marseillaise sera abolie, faudra-t-il aussi abolir l'international. C'est amusant. Oui, c'est amusant, c'est drôle, c'est une façon rigolote de voir les choses. Alors là, monsieur de Beketch, ce n'est pas l'édit de Villers-Cotterêts, mais l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Bon. Déjà corrigé. Alors, attendez, c'est pas tout, parce qu'il y en a comme ça 8. Ce n'est pas l'édit, mais l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Ce n'est pas un édit, c'est une loi. Ce sont les ordonnances qui portent sur l'état civil et l'emploi des Français dans les textes officiels. Bravo à l'abbé Laguéry. Pourquoi il dit bravo à l'abbé Laguéry? Oui, alors je suis très content. Voilà. Donc, alors c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, d'accord. Anne Merlin-Chazela me fait savoir qu'elle ne me tirera pas les oreilles. Elle me dit, c'est pas grave de confondre édit ou traité à condition qu'on sache de quoi on parle. Voilà. Et puis Beketch a dit quelque chose. Oui, ça, non, il a dit que j'ai dit quelque chose de capital. Bah oui, tout ce que j'ai dit est capital. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il dit simplement que j'ai eu raison de dire que les ordures marxistes qui sont à la tête du pays sont des fouteurs de bordel. Il est très vulgaire, ce monsieur. Pourquoi il dit ça? Une auditrice polyglotte, je suis pour les langues régionales car ça habitue les enfants à faire de la gymnastique entre les deux langues et cela facilite l'apprentissage des langues étrangères. Et alors, il y a tout un paquet de messages sur Word. Est-ce que quand on tape anti-stress, on trouve anti-arabe? Alors, un auditeur dit oui, votre auditeur se trompe, c'est bien, on vous trouve bien anti-arabe. Un autre nous dit pas du tout, on trouve pas anti-arabe, on trouve... qu'est-ce qu'on trouve? On trouve rien. Il y en a un autre qui nous dit, on trouve... Ça, c'est encore plus rigolo. Il dit, quand on tape anti-arabe... Quand je tape anti-arabe, moi je trouve antiseptique. Voilà, je trouve antiseptique, qui est un produit pour les fausses d'aisances, nous dit cet auditeur, avec Word 98 et Word 2000. Donc c'est quand même des sujets tout à fait passionnants. Je regrette un petit peu ce genre, parce que c'est vraiment de l'antiracisme primaire. Ça, je suis navré de devoir dire ça. Non mais c'est vrai, je pense qu'il ne plaisante pas. Je ne voudrais pas que l'on croie que les nationalistes et le nationalisme, c'est quelque chose de raciste. Le nationalisme défend son entité nationale. Philippe Lancard-Dassac, je ne pense pas du tout que ça soit un gag. C'est quelqu'un de très sérieux qui nous dit, quand je tape sur... Word 98 et Word 2000, voilà, que je tape anti-stress, que je tape anti-arabe, que je tape n'importe quoi, j'obtiens antiseptique à chaque fois. C'est apparemment le seul mot que son modèle de Word 2000 accepte. Je trouve ça, voilà, c'est tout. C'est pour montrer que ça méritait peut-être pas une page dans le monde, quoi. Oui. Voilà, alors maintenant, des messages en vitesse. Mais non, avant les messages, on va enfin donner la parole à Maître Mainviel. Maître Mainviel, en 3 minutes, pouvez-vous nous dire ce qui va se passer samedi, s'il vous plaît?
Il y a un mois, vous m'aviez donné la parole pour remplacer le docteur Dor, et qui était à l'époque hospitalisé. Et je pense que les prières de tous ont été efficaces, car aujourd'hui je le remplace, non pas parce qu'il est hospitalisé, mais parce qu'il est en voyage. En effet, il donnait hier soir une conférence à Metz, et ce soir une conférence à Strasbourg, évidemment sur le sujet qui lui est cher, savoir la condamnation de l'avortement. Il m'a demandé de bien vouloir annoncer la manifestation, je dirais presque rituelle, qui aura lieu samedi prochain, 25 mars à 14h, à proximité de la clinique Jeanne d'Arc, comme les précédentes, exactement rue du Château des Rentiers, tout près du carrefour de la rue Tolbiac. Cette manifestation revêt un caractère important dès l'instant qu'elle se situe dans le cadre du problème du Nord-Lévaux, et c'est d'ailleurs ce qu'indique le tract en son début. Pour ma part, je me permettrai, puisque la parole m'est donnée, d'y ajouter que ça vient d'être d'ailleurs l'anniversaire du jugement que nous avons obtenu à la 24e chambre correctionnelle de Paris l'an dernier, le 14 mars, et qui permet depuis le changement total de la politique de la préfecture de police qui n'interdit plus les manifestations de SOS tout petit. Également, ce mois de mars est celui qui a connu, du point de vue judiciaire plus exactement, en début mars, le 9 mars, la première audience devant la cour administrative de Paris. Alors, Maître Mainvielle, je vous demande pardon, je vous redonne la parole dans 5 minutes. Il faut qu'on fasse l'opération technique de changement de bande. Alors, Maître Mainvielle, je vous rends la parole pour rappeler donc la manifestation qui va se dérouler samedi, et puis les différents points que vous vouliez évoquer sur l'actualité de la lutte contre l'avortement. J'indiquais que c'est au début de ce mois de mars qu'a eu lieu la première audience devant la cour administrative de Paris, suite au jugement qui avait été rendu par le tribunal administratif de Paris il y a un peu plus d'un an, deux qui rejetaient les recours contre les arrêtés d'interdiction de monsieur le préfet, et un qui par contre avait annulé l'arrêté d'interdiction du même préfet. Bon, il est de tradition que pendant un délibéré, un avocat qui a plaidé, qui a plutôt présenté des observations, puisque devant une juridiction administrative on ne plaide pas, ne donne point d'opinion. J'indique enfin, et pour terminer... Donc on restera dans l'expectative, on ne saura pas ce que vous en pensez. On attend le prononcé de l'arrêt, qui vraisemblablement devrait intervenir, on peut espérer, à la fin du mois. Enfin, cette manifestation sera la première après la promulgation de la loi du 6 mars, qui a créé une autorité nouvelle dans notre pays, celle du défenseur des enfants. Et je me plais à espérer que l'association SOS Tout Petit, je n'ai pas eu le temps d'en parler au docteur Dor, développera l'idée, qui est d'ailleurs légale, et que l'enfant comporte non seulement l'enfant né, mais aussi l'enfant à naître. Enfance conceptus. Puisque dans le 162 du Code de la santé publique, il est indiqué dans un article, dans une des subdivisions du 162, que la mère qui porte grossesse à moins de 10 semaines a un enfant. Et cela est extrêmement important. Voilà, donc merci. La manifestation samedi prochain à 14h, rue du Château des Rentiers, à hauteur de Tolbiac. Merci, Maître Mainvielle, pardon. On change totalement de sujet. On va consacrer quelques minutes à la bande dessinée pour se détendre, pour sortir de mes grossières provocations, comme dit une auditrice, qui dit s'il continue ses provocations, il finira par amener un certain ministère, c'est pas le ministère de la Belle Guerre, à couper le robinet de Radio Courtoisie. Mais chère madame, il faudrait quand même que vous compreniez qu'il n'y a pas de ministère qui a un robinet qui donne sur Radio Courtoisie. Le seul robinet, c'est celui des adhésions. Vous voyez, les ministères, on ne touche pas d'argent. On est probablement une des seules radios dans ce cas, un des seuls organes de presse avec le Libre Journal, auquel je vous invite à vous abonner rapidement.
qui n'ait pas de robinet branché sur un ministère. On va peut-être faire maintenant encore de la provocation. Hein. Oui, mais avant, je dois recevoir... J'allais l'oublier, il est au téléphone. Tu m'excuses, Guillaume? Non, je t'en prie. Je reçois monsieur Georges Clément. Bonjour. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Depuis la semaine dernière, tout va bien. Je suis navré, j'allais vous oublier parce que vous êtes discret, on ne vous voit pas forcément dans le studio puisque vous êtes au téléphone. Voilà. Donc vous nous appelez pour rappeler, pour indiquer à nos auditeurs le projet que vous avez mis sur pied. Que nous avons de manifester. Voilà. Parce que nous aussi, nous manifesterons. Mais alors, nous manifesterons le 13 mai. Donc, nous préparons cette action qui doit être très importante, car nous voudrions dépasser les 10 000 ou 15 000 manifestants. Et je voudrais ce soir faire deux choses. La première, annoncer cette manifestation de nouveau, c'est ce que je viens de faire. La deuxième, si vous me le permettez, Serge de Beckett, c'est d'appeler au fond les auditeurs qui voudraient nous aider dans des distributions de tracts, car nous préparons déjà ça et qu'ils commencent à être distribués, de nous téléphoner ou de nous écrire à Radio Courtoisie, non, à La Voix des Français, au téléphone 42 67 22 05, et de s'inscrire s'ils le veulent, et je pense que beaucoup le voudront, pour aider nos équipes à la distribution de tracts appelant à la manifestation. Quel est le thème de cette manifestation? Alors, je vais vous lire, en 2 mots, le tract que j'ai sous les yeux et qui est celui que nous distribuons. Des fous irresponsables et criminels, d'ici à 2025, 159 millions d'immigrés nouveaux pour l'Europe, dont 23 millions pour la France. C'est ce qu'envisage la direction des populations de l'ONU, manipulée par les lobbies mondialistes et immigrationnistes, qui, eux, savent parfaitement ce qu'ils font. C'est un assassinat programmé de la France. Dressez-vous en masse contre ce crime. Je crois que le thème de notre manifestation est clair. Si on ne l'a pas compris après le tract que je viens de lire, alors c'est que on le redira, on le réexpliquera. Nous battons parce que la France va disparaître comme un morceau de sucre dans un café ou dans un thé. Elle va se dissoudre. Il n'y aura plus de nom qui rappellera les Francs et la France d'ici une dizaine d'années si personne n'y prend garde. Je crois que la réaction commence à relever la tête, comme diraient nos camarades communistes. Oui. Vous, avec cette manifestation du 13 mai, Alexandre Chabanis, que j'avais tout à l'heure au même téléphone, avec les États généraux sur l'immigration et l'intégration, est-ce que vous pensez que la Voix des Français va s'associer à cette initiative? Vous m'aviez posé la question. Je vous ai posé la question, mais un peu abruptement la semaine dernière. Absolument. Je pense que vous avez dû... J'ai répondu oui, et il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. C'est un sujet pour lequel nous sommes partie prenante et donc on y sera. Il n'y a pas de raison de dire non à des États généraux sur l'immigration. Entendu. Eh bien, Georges Clément, je vous remercie. Bon, on réannoncera encore plusieurs fois cette manifestation du 13 mai, parce que je crois que tout simplement, il faut faire savoir que les choses se font pour plusieurs fois pour toucher les auditeurs. Absolument. Et je vous dis à très bientôt. Et je leur rappelle de téléphoner au numéro que j'ai donné s'ils veulent nous aider à distribuer des tracts. Entendu. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors maintenant, la bande dessinée, mon cher Guy Le Hideux, où en sommes-nous? Alors avant de répondre à ta question, un auditeur ou une auditrice me demande une consultation. Oui. Je ne suis pas docteur pourtant. Où peut-on trouver la bande dessinée de Buster Brown? On peut la trouver dans toutes les bonnes librairies, à la FNAC par exemple. Ou comme bonne librairie, effectivement. Oui, mais enfin, où on trouve le maximum de bandes dessinées. On peut trouver aussi, si vous voulez, les éditions les plus anciennes, dans des librairies spécialisées telles que celle de notre ami Buret, Passage Verdot, ou à la librairie Lutèce, qui se trouve dans le 5e arrondissement. Le mot notre ami, parce que c'est... Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Moi, je ne connais pas personnellement. Ah bon? Non, pas du tout. C'est pas mon ami. Et je ne suis pas le sien. C'est-à-dire, on n'est pas amis. Oh, je lui demanderai, ça m'étonnerait. Oui, c'est pas la peine d'en faire état publiquement. Donc, Chasse aux sorcières au pays de la BD suite. Serge, tu as lu tout à l'heure un article du Monde qui parlait des ennuis qu'a actuellement notre ami Rénal Sécher. Bon, Libération en a parlé la semaine dernière, et puis si on remonte dans le temps, l'Humanité et autres journaux bien pensants. Eh bien, pour ma part, aussi la chasse aux sorcières continue, puisque je suis viré du collectionneur de bande dessinée. Alors, le collectionneur de bande dessinée, c'est une revue d'études sur la BD qui existe depuis plus de 20 ans, et je travaillais pour cet honorable magazine depuis 15 ans.
Et ces messieurs m'ont fait savoir par téléphone, parce qu'ils sont très courageux, bien sûr, ils ne m'ont pas envoyé de courrier, que je ne faisais plus partie de leur équipe, parce que, oh, horreur, j'avais écrit plusieurs articles dans National Hebdo. Ah, quelle horreur. Voilà. Et puis aussi, encore plus, oh, horreur, j'avais interviewé Le Pen sur la BD. Ça, c'est très Alors ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc on m'a fait savoir que ces messieurs qui ont... Oui, absolument. C'est effrayant. Ces messieurs ont dit que leur conscience leur dictait de me virer donc du collectionneur de BD. Par contre, ils m'ont dit, presque les larmes aux yeux, comme on dit, avec des S partout. Je fais attention lorsque je dis des S. Que bien j'étais un des seuls de ce journal, du collectionneur, à faire des interviews, qu'ils n'auraient plus personne pour faire des interviews. Et ben je les laisse dans leur bibliothèque à consulter leur vieille collection poussiéreuse. C'est quand même... Mais je ne sais pas si on mesure à quel degré d'ignominie et de bassesse notre pauvre pays est descendu. Alors je vais quand même dénoncer... Parce qu'en plus, c'est au nom de la morale. Bien sûr, je vais quand même dénoncer des gens. Je vais nommer des gens, et je crois qu'il le faut. Donc, l'éminence grise du collectionneur de bande dessinée s'appelle Monsieur Dominique Petitfaux. Je n'invente rien. Non, pas de commentaire. Bon, voilà. Ça, c'est le genre de commentaire qui... Voilà, on ne fait pas de commentaires. On ne fait pas de commentaires, donc sans commentaires, qui a découvert cet article, et puis qui l'a fait circuler en le photocopiant, et qui l'a envoyé au comité de rédaction. Et puis, ces messieurs ont délibéré. Bien sûr, le tribunal révolutionnaire a délibéré sans... que je sois présent. Ben sinon, ça ne serait pas un tribunal révolutionnaire. Voilà. Et puis, ils ont décrété que puisque j'étais tellement engagé, eh bien... J'allais dégager, exactement. Il faut savoir aussi que ces messieurs m'avaient viré il y a 2 ans du comité de rédaction de ce journal, parce que je persiste et je signe. Persévérare diabolico. Voilà. Et pourquoi j'ai été viré de ce comité de rédaction ? Eh bien, parce que j'écrivais dans Présent. Ah là là là. Mais enfin, tu les collectionnes. C'est pas tout. Je travaillais, je collaborais avec un cas dans BD Sup de notre regretté Jean-Claude Faure. Ouais. Et puis je collaborais aussi au Musardeur de notre ami Enguerrand. Incroyable. Voilà. Mais est-ce qu'ils peuvent encore vous virer de quelque chose chez eux là ? Actuellement, non. À part le buter, je vois pas ce qu'ils peuvent. Non, actuellement pas. Il faut savoir que précédemment, j'avais été viré d'un journal, Monsieur l'abbé, je m'excuse, qui s'appelait La Voix protestante. Ah, ça j'ai bien fait alors. Ça vraiment. Pourquoi ? Eh bien parce que Libération avait cité mon nom comme auteur de bande dessinée du Front National. Donc là aussi, le rédacteur en chef, qui s'appelle Didier Veil, sans commentaire, m'a viré parce qu'il a trouvé que c'était incompatible avec la morale religieuse. Je cite. J'ai été viré pour continuer. Non, mais c'est pas tout. Moi, je peux pas me retenir de rigoler parce que les faux culs, c'est trop beau, quoi. À ce niveau-là, c'est presque... c'est de l'orfèvrerie, hein. J'ai été viré il y a 6 ans d'une société de production de films. Bon, je crois que je vais te virer aussi, d'ailleurs. Oui, bah voilà, allons-y. D'une société de production qui s'appelle Sandran Film et dont le producteur s'appelle Jean-Loup Martin. Donc là, j'étais auteur de documentaires, je faisais des interviews d'auteurs de bande dessinée, de dessinateurs de bande dessinée pour la télé, et il m'a viré au bout de 6 émissions parce qu'il a appris que j'écrivais des articles dans Présent. Je pourrais continuer comme ça. Et puis en plus, ça a été viré de Présent, c'est quand même ça, c'est magnifique. J'ai pas été viré de Présent. Hein. Non, j'ai pas été viré de Présent. Non, je suis parti de Présent parce que je ne me payais plus. Voilà. C'est pas de leur faute, hein. On sait bien que Présent a des difficultés en ce moment, c'est une petite taquinerie. Bon, alors quelquefois, je me demande... Il te reste Radio Courtoisie maintenant, enfin l'émission du mercredi. Pardon ? Il te reste cette émission. Oui, il me reste cette émission. Mais ça me rapporte pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait, Daniel ? On le garde ou non, on va le garder. Alors pour terminer, je me pose quelquefois des questions parce que je suis sans travail actuellement, à part National Hebdo, mais ça va pas très loin malheureusement. Oh, ils vont finir par te virer quand ils vont savoir que t'es vraiment Non, pas du tout. Non, je me pose des questions en frappant à la porte de stations de radio, de télévision, de journaux. Pourquoi ils veulent pas de moi ? Devinez. Enfin, ça devient quand même assez triste. Écoute, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui. Et puis, il paraît qu'un bon rire vaut un bon beefsteak. Alors au moins, ça remplace. Alors, il y a d'autres éditeurs qui ont des problèmes, à part notre ami Rénal Sécher. J'aimerais aussi parler des éditions du Triomphe, qui, eux, se sont fait interdire, il y a une semaine, du festival de bande dessinée de Montpellier. Après Angoulême, après Saint-Malo, j'ai mis des points de suspension. Ça continue. Ouais, mais pas d'exclusion.
On est contre l'exclusion. Voilà. Merci Guy. Tu reviendras pour nous raconter. C'est la prochaine fois que tu es viré de quelque part, tu viendras. Non, mais je pense que c'est pas tout. Merci à tous. Oui, pardon, j'allais oublier de rappeler que demain, à quelle heure samedi, pardon. Samedi, Philippe Plancard-Dassac, vous signez votre livre. Samedi 25 à la librairie de Duquesne, avenue Duquesne. 27 avenue Duquesne. De 15h à 17h, je dédicacerai mon livre. Voilà, alors, toutes ces informations, elles seront sur le Minitel du Libre Journal, 3615 Libre Journal, 2 francs 23 la minute. Et je vous signale que le numéro 205 va sortir très prochainement, avec plusieurs articles très intéressants, je n'hésite pas à le dire, et notamment un article sur ce qui se passe à Bessancourt, sur ce qui s'est passé à Bessancourt, où il s'est passé on en a parlé très brièvement tout à l'heure avec Chabanis, mais il y a une lettre envoyée par le commissaire Marc Plat, qui est commissaire de Taverny-Bessancourt, commissaire de police de Taverny-Bessancourt, une lettre envoyée au général Gresset. Le général Gresset, c'est l'ancien second de la force de frappe, l'ancien officier commandant en second de la force de frappe française, qui avait écrit au commissaire pour se plaindre de l'attitude de certains policiers dans cette ville, relativement aux questions de sécurité et de fréquentation de la ville. J'en dirai pas plus parce qu'on va dire encore que je fais de la provocation. Et donc on a la réponse du commissaire, qui est un document, je le dis très tranquillement, extraordinaire. Parce que ce commissaire dit des choses qui sont ahurissantes au regard simplement de la loi française de la Constitution. On voit que l'administration, une certaine administration française, certains fonctionnaires d'autorité et certains fonctionnaires garants de l'ordre et de la sécurité publique et de la loi s'inscrivent dans une démarche radicalement révolutionnaire et radicalement collaborationniste avec l'envahisseur et l'occupant. C'est d'une gravité inouïe. Les propos qui sont tenus dans cette lettre sont ahurissants. Je vous invite à lire cette lettre. Donc, si vous ne voulez pas vous abonner au Libre Journal, ce que je regrette, mais ce que je peux pardonner, vous pouvez envoyer 30 francs pour recevoir le numéro en question. Vous envoyez 30 francs, 4 places France Liste, 75 010 Paris. En timbre, c'est aussi simple. Pas un timbre à 30 francs, plutôt 10 timbres à 3 francs. Ce qui fait 30 francs, ça tombe bien. Et le mieux encore, c'est d'envoyer, alors là, pas en timbre, mais en chèque, 700 francs, ce qui vous permet de vous abonner et de recevoir pour le même prix 35 numéros. Et je crois qu'il y a un prix spécial pour 2 exemplaires du 205, c'est 60 francs. 60 francs, c'est ça. Vous pouvez avoir un exemplaire pour 30 francs, ou mieux, 2 exemplaires pour 60 francs. Merci de le rappeler, mon cher Daniel Amiche. 4 places France Liste. C'est une adresse terrible à prononcer. Surtout avec une dent qui... Enfin, ouais, mais il n'était pas autrichien, Franz Liszt. Non. Bon, là, il risque pas de débaptiser la plaque. Bon, tant pis alors. Merci, mon cher Daniel, de m'avoir accordé un petit délai. Non pas la semaine prochaine, car je crois que c'est... Non, la semaine prochaine, c'est moi pour 3 heures. Alors là, 3 heures de provocation, je vous dis pas. Bonne semaine, que Dieu nous garde.